peu frais, non? Attends, je sors une couverture de mon Gunna, tiens, cadeau. Merci, Sam. Ah, attendez, j'allume un feu. Aïe, chers auditeurs et auditrices, venez vous asseoir avec nous près de ce feu de camp qui vous aussi vous réchauffera. Aïe Zéphiriel. Aïe, l'Émilie. Aïe Grand Poil. Hi, l'Émilie. Bienvenue dans ce 3e épisode de la 19e Palabre. Aujourd'hui, on grimpe des montagnes jusqu'à un oracle dans L'Oracle et les montagnes, la 3e partie du Pistolero, le tome 1 de la Tour sombre de Stephen King. J'espère que vous allez bien. C'est cool de vous retrouver. Ben oui, toujours content d'enregistrer. Pour parler de nerdisme à fond. Oui, et en plus, ça s'est confirmé avec le dernier épisode, on a eu des doutes, mais il y a beaucoup de nerds qui nous écoutent et qui nous répondent, qui mettent encore beaucoup d'eau dans notre moulin. On a eu plusieurs commentaires, déjà merci beaucoup pour tous les commentaires. On a eu des longs pavés, on a eu des choses très courtes, à chaque fois tous les retours sont vraiment très plaisants et très motivants. On le ferait quand même si c'était que pour nous, mais ça prend une dimension différente quand on sait qu'il y a des gens qui adhèrent en plus et qui disent que ça comble un manque parce qu'ils ont terminé la Tour sombre ou parce qu'ils ont personne d'autre à qui en parler. Bah bienvenue, parce que nous aussi on est contents d'avoir des gens avec qui en parler. C'est toujours bien de trouver une commune pour parler de choses très niches dont tu trouves pas ça forcément dans ton entourage habituel. Complètement. Et sur YouTube, on a eu notamment un nouveau commentaire de Toxis au Malais. Je crois, Zef, que tu voulais réagir à une partie du long pavé qu'il nous a laissé. Ouais, aux 3 parties, déjà, il est d'accord avec moi, donc ça me plaît, toujours, autant. Il est à nouveau d'accord avec toi. Oui, en plus, la seconde fois, continue comme ça. Un bon point. Un bon point, deuxième bon point. Il posait la question de savoir si King aurait pu tenir la rose lui-même, parce qu'on précisait que lorsque Patrick Danville tient la rose ne lui inflige pas de dégâts. On dirait que je parle d'un RPG comme ça, mais elle lui fait pas mal comme elle a fait mal à Roland. Il prenait l'exemple que Patrick était un peu la main de Ganon dans le monde ultime. J'ai répondu aux commentaires, mais juste pour dire que moi, j'étais pas ultra en accord avec ça, parce que c'est un peu méta, mais du coup, Patrick est une création de King par le roman qui, lui-même, est une création de Ganon. Donc en fait, c'est un peu suivi. Donc en fait, il écrit le livre, il est pas, voilà, c'est pas la main de Ganon. Ou alors c'est la main de Ganon à travers King, qui a à travers lui-même la main de Ganon. Enfin, vous m'avez compris. Ça fait des drôles de marionnettes, tout ça. Ouais, c'est un truc. Et en fait, je pensais au fait que je pense que Patrick n'est pas blessé par la rose parce qu'elle est déjà arrachée au moment où Roland lui donne. Et du coup, elle a plus d'effet en tant que telle. Moi, je l'ai compris comme ça. Faudrait que je relise le passage, mais je l'ai compris comme ça. Oui, dans l'idée, si elle blesse, c'est pour se défendre. Absolument. Et en fait, une fois qu'elle est arrachée, elle se défend plus. Ouais, voilà. Okay. C'est comme ça, je l'ai compris en tout cas. Mais moi, ça se tient. Il était aussi d'accord avec toi, Émilie, sur la relation entre Jack et Roland, sur les différents cycles, et la réminiscence de la confiance passée qui se répète au fur et à mesure. Oui, moi, c'est quelque chose que j'ai une impression que j'ai beaucoup retrouvé là dans le chapitre qu'on va détailler. Je suis complètement d'accord. Et le dernier point, c'était sur Farson, l'homme de bien, qui était le libérateur du peuple. Je faisais dans l'épisode précédent un peu pas la référence, mais un peu l'idée marrante que Farson, homme de bien, qui était en fait l'homme qui allait détruire Gilead et du coup tout le monde, enfin le monde dans le sens peuple de Gilead. En fait, on se demandait si Farson était la même personne que Walter. Ouais. Il y avait une grosse interrogation. Alors grosse, je mets des guillemets là-dessus, interrogation là-dessus. En fait, c'est confirmé plus ou moins ça a confirmé par concordance, pardon. En fait, il s'est expliqué. Enfin, moi, je pensais que en fait Walter était derrière le masque de Farson et concordance effectivement le confirme dans la nouvelle version du Pistolero. On l'a lu, de toute façon. Ça l'indique comme quoi c'est bien un seul et une seule personne. L'indique comme une seule et même personne, ce que je voulais dire. Et du coup, c'est pas noté de façon anodine comme ça. A priori, concordance se confirme en l'actant derrière. Il avait redéveloppé un concept que j'aime beaucoup, qui est... j'avais parlé que potentiellement la V1 du Pistolero, ça veut dire que c'était le premier cycle du Pistolero. Et que il dit de ce fait le 20e cycle, le cycle ultime, celui sans faute. Enfin, si on suit une théorie qu'on a développée dans le premier épisode, ce n'est donc pas l'auteur de l'écrire, mais au lecteur de se l'imaginer. Surtout que King nous prévient que la fin du cycle risque d'être décevante. Il annonce qu'au final, la meilleure histoire, c'est celle qu'ont en tant que sujet individu, pas seulement lecteur, se fait car elle répond à nos attentes. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de
qu'on a beaucoup développé déjà, qui est en fait Roland il souffre parce qu'on continue à le lire. À chaque fois qu'on recommence à lire la Tour sombre, on le remet dans un cycle. Et en fait, si on arrête de lire et qu'on s'imagine qu'il réussit, ça veut dire qu'il réussit entre guillemets. Et j'aimais beaucoup cette idée. Ouais, j'aime beaucoup l'idée aussi. En parlant là, je me dis en vrai, est-ce que le fait de le relire, c'est pas recommencer le même cycle? Est-ce qu'en fait, il est pas coincé dans ce cycle éternel qui est le fait d'échouer et de revenir au point de départ avec le corps, quoi qu'il arrive. Je sais pas comment expliquer ça dans ma tête. Mais j'aime bien me dire que si on arrête de lire, on lui laisse la liberté dans notre imaginaire de réussir. Ouais, complètement. Alors que si on recommence à le lire, on va évidemment en effet lire le pistolero, là où il retombe au début, où il refait tout ce qu'on est en train de dérouler, où il se refait couper les doigts et où tout le monde va remourir. Oui, je suis d'accord. Ça, il n'y a pas de secret sur la version qu'on lit. Ouais, dans mon imaginaire, le pistolero, il arrête avant de tuer Jack la première fois. Ah ouais. Non, Tu penses? pas du tout. Ah oui. Absolument pas. Ouais, pour moi, là, c'est un truc qui est clair, c'est que le sacrifice, il est nécessaire, quoi. Au moins la première fois. On va y revenir. On se demandait avec Grand Poil en intro si on allait faire plus court ou pas parce qu'on a moins de choses à dire. Bah peut-être pas. C'est petites théories qui se sont fondues à cliquer des hannetons, mon gars. Vous allez kiffer. On est prêt. Et on avait un long commentaire de Grégory. Je voulais juste revenir sur une partie qui est intéressante, qui précisait un petit peu ce qu'on reparlait de la rose, qui est la représentante de la tour dans certains mondes. Et en fait, il nous précise que dans Concordance, on nous dit que dans d'autres mondes, la tour peut prendre l'apparence d'un tigre immortel ou d'un chien du nom de Vagabond. C'est-à-dire que vraiment, donc, dans le New York qu'on connaît dans la Tour sombre, la rose, c'est en effet une représentation de la tour. Et dans d'autres versions de d'autres histoires, on peut retrouver d'autres représentations de la tour qui ne sont pas des roses. Le tigre, ça vient de la clé des vents? Ça ressemble un peu à la clé des vents. Ouais. C'est la seule rêve que j'ai. Donc, du coup, c'est Merlin lui-même, la tour. Après, il y a d'autres tigres dans des œuvres de King, mais ils sont pas mentionnés comme immortels. D'accord. Et le chien vagabond, on l'a déjà vu quelque part? Ça me dit rien du tout. Pour moi, c'est trop spécifique pour que je me souvienne d'un détail comme ça. Bah justement, tu vois, je trouve ça trop spécifique pour que ce soit pas quelque chose qu'il aurait mentionné ou qu'il ait mentionné depuis... Pour que Robin First l'ait mis dans Concordance, c'est qu'elle l'a trouvé quelque part. Ouais, j'avoue, j'ai lu ça et je suis pas allé chercher avant d'enregistrer. Et en général, quand elle le met dans Concordance, c'est que ça vient directement du cycle de la tour et pas d'autres œuvres autour. C'est que ça a été précisé parce qu'elle met en général le tome et le chapitre qui est en rapport avec ça. Ouais. Oui, c'est vrai que les concordances, ils sont pas là pour identifier le multivers. Ouais, je vais continuer, j'essaie de regarder rapidement. Moi, la suite, c'est toi qui nous fais ton point carte, parce que, à nouveau, ça va devenir une intro récurrente, un vrai gimmick de ce podcast, c'est le point carte de Zéphiriel. Un jour, on aura peut-être un jingle. J'avoue. Voir un tour sombre dans le section portail. Je me note ça et je regarde. Ok. Du coup, c'était pour la blague plus qu'autre chose, mais effectivement, en repensant à la carte et au fait qu'il y ait une version V1, V2, donc qui est correcte avec les versions concordantes avec la V1 et les VTT et trucs. En fait, je trouvais intéressant que Stephen King en fait nous montre que lui-même avait le même pouvoir qui s'attribuait de Patrick, qui est de redéfinir la géographie du monde sur un simple coup de crayon, que ce soit sur des mots ou juste sur un bout de papier en redessinant la carte complète. En fait, il peut déplacer Gilead comme Patrick déplace les troupeaux de bisons, trucs comme ça. En fait, ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'était juste pour la blague plus qu'autre chose. Mais je crois qu'en plus, j'ai pas eu l'idée tout seul, parce que je crois qu'on en a parlé nous-mêmes dans le début, dans l'intro du deuxième épisode. Je crois que ça vient de là et c'est une réminiscence de ce qu'on a fait. Tout est cycle, j'ai envie de dire. Voilà. Est-ce que tu as avancé sur ton projet de tatouage de cartes ? Alors, c'est en backlog. C'est un gros backlog. C'est un vrai gros backlog. Alors, j'y pense beaucoup. J'attends le Tipeee. Exact, on fera ça. On va faire ça. On va faire un tour sombre ton. Je sais pas. Je sais pas le mot. Un palabreton. On fait 24 heures d'enregistrement autour de la tour sombre. Je suis chaud. Ça sera beaucoup trop court pour tout ce qu'on a à dire. Eh ben, je pense qu'on a fini sur cette intro. Si vous voulez qu'on développe d'autres théories, normalement, alors j'en ai parlé un petit peu dans le live Twitch que j'ai fait le 5 mars. Normalement, une fois qu'on aura fini le Pistolero, on a dans l'idée de faire un épisode un peu hors série, qui serait les théories qu'on a un peu abordées, mais qu'on n'a pas creusées, et les questions qu'on s'est posées.
dans le premier tome. Moi, en réécoutant, en faisant des montages, il y a des questions qui me sont venues, qui ne m'étaient pas venues au moment de l'enregistrement. Et je pense qu'il y a des concepts qu'on a un peu abordés, qu'on n'a pas développés. On se dit, pour conclure ce premier tome, on fera, entre nous, un petit hors-série spécial, théorie, concept, qu'est-ce qu'on retient du premier tome. Et si vous, chez vous, vous avez des théories, des trucs que vous voulez creuser, développer, des trucs dont vous voulez nous parler, des questions que vous voulez nous poser, on pourra répondre à ce moment-là. Donc n'hésitez pas sur Discord, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en commentaire sur Apple Podcast, sur peu importe. Le moyen que vous préférez pour nous contacter, par email. Contactez-nous, on en Tout parlera. est bon pour développer des théories, hein. On est à fond. On est là oui, mettez une pièce dans la machine en mettant que ça. Et d'ailleurs, ce sera un super épisode, je vous préviens tout de suite, parce que on pourra même le faire à la fin de chaque tome, parce que dans Concordance VO, il y a l'appendice numéro 5 qui n'est pas en concordance VF, qui est Reading Group Guides, qui pose des questions sur comment, sur les tomes en général au fur et à mesure. Ah ouais, et il y a, là sur le tome 1, il y a 3 pages et demie de questions qu'on peut se poser sur les relations entre Roland et ses ancêtres, le christianisme judéo-chrétien dans la tour sombre. Alors ça va très loin parfois. Est-ce que c'est ce qui va nous arrêter ? Non, mais justement, ça va nourrir l'épisode. C'est trop bien, en fait. Il y a plein de questions. Je me suis dit, mais ultra intéressant, ce concept. Et en vrai, j'ai vu qu'il y avait ça pour tous les tomes. Je me dis, en fait, en épisode final de chaque chapitre, voilà, ça peut être cool. Carrément. On peut littéralement faire un épisode de 24 heures pour ton tatouage. C'est possible. Ça va mal tourner, tout ça. On ne fera rien sans ton consentement. Tu voulais nous parler de quelque chose ? C'était ça. Tu avais ton doigt levé. C'était ça. C'était pour ajouter à la fin en disant, ce sera un super épisode pour ça. Et parce que juste avant, t'étais allé chercher une info, je pensais que c'était ça que t'avais. Non, je l'ai pas trouvé et j'avoue que je ne sais pas assez concentré pour lire correctement. Ok, d'accord. C'est l'excitation des nouvelles théories qui approchent. Ouais, mais Concordance demande de l'implication. Je peux pas le faire en faisant autre chose. Je suis obligé de... T'es focus, c'est bien. Je respecte l'histoire. Très bien. Je vous propose de commencer notre voyage, notre grimpette dans les montagnes et notre aventure dans les bois. Est-ce que l'un de vous peut nous faire un petit Previously On ? Vas-y, je me lance. Sauf si tu veux, Grand Poil. Non, t'es pas... Grand Poil, tu feras le prochain. Ouais, moi je l'aurais fait à l'arrache. Je suis sûr que tu l'as écrit. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. En vrai, je le fais parce que ça va servir à mon tout premier point du début de chapitre. Tout ça pour avoir la première théorie. Non, mais c'est petit. Mon premier intro, là, j'ai un petit point que je me suis rappelé. Je me suis noté en vert dans un coin en disant, faut penser à dire ça. Donc, on avait repris Roland qui trouvait le relais, qui était arrivé en sueur et en soif. Près du relais, il a rencontré Jack, il a vaincu, je mets des gros guillemets là-dessus, le démon en dessous du relais. Et après s'être entichés du petit garçon, ils sont partis tous les deux traverser le désert et ont commencé à grimper la montagne. Et sur la fin de l'épisode, il voit de très loin l'homme en noir et la notion de sacrifice de Jack prend de plus en plus d'importance sur la fin de l'épisode. Me permet de lire le dernier passage du chapitre d'avant qui est « Le garçon le sacrifice, son visage innocent et si jeune dans la lumière de leur feu minuscule, s'était endormi sur ses haricots. Le pistolero le recouvrit de la couverture du cheval et se roula lui aussi en boule. » Voilà. C'est le moment, en effet, où ils ne sont pas retournés en partant du relais, donc ils n'ont pas vu le père Callahan. Ce qui reste quand même notre gros point d'orgue du précédent épisode. C'était le mindfuck du précédent, et qui est toujours autant. Hein. Tu le dis là, je dis, putain, je l'avais déjà oublié. Alors que... Ah oui, non, mais quel plaisir d'avoir trouvé ça, quoi, vraiment. Très bien, donc cette partie commence par le garçon trouva l'oracle, et l'oracle faillit le détruire. C'est bien, ça commence bien. Ça va être la joie. Ça commence dans le bingo de King. Première phrase, on peut déjà cocher King spoil la suite. Ouais. C'est intéressant comme terme, détruire et pas mourir. Oui. Il n'a pas failli le tuer, mais vraiment le détruire. Sous-entendu, s'il meurt de cette mort-là, il ne reviendra jamais. Il n'y a plus rien derrière. Oui. Et je trouve ça ultra fort, en fait, la façon dont c'est amené. Et que ce soit surtout la première phrase qui nous amène à un flashback. Est-ce que vous l'aviez noté ? Ah, tu penses que c'est un flashback après ? Ouais. Oh là là, moi je suis nulle en flashback. En fait, c'est un mini flashback parce qu'on revient sur Roland qui est tiré du sommeil pour aller sauver Jack, mais en fait,
il raconte comment c'est arrivé juste avant. Donc c'est un mini flashback. Je l'ai noté parce que c'était marrant. Ah, je l'avais pas vu en flashback non plus. Et tu vois, sur le détruire, moi je l'avais plus entendu que, en fait, le démon, ça je pense qu'on pourra en redébattre, il a pas de forme physique concrète et que il peut pas du coup vraiment tuer entre guillemets, mais qu'il peut détruire dans le sens où il aurait pu complètement briser son âme, briser son cerveau, le briser à l'intérieur et que ce soit juste un peu cette espèce de pantin qu'on a à un moment donné qui est sans conscience et sans conscience de la réalité. Et moi, détruire, je l'avais compris comme ça. Ah ouais. Moi, le détruire aussi, je l'interprétais comme il aurait pu ne plus servir de sacrifice, quoi. Tu vois, il aurait pu l'empêcher de jouer le rôle qui était prévu, et c'était en ça qu'il y avait une destruction. Ok. Effectivement, ta remarque aussi était bonne. Hein. Pour moi, c'était effectivement, il allait pas mourir, il allait être détruit. Il y a vraiment, c'est une notion un peu différente dans les deux cas. Je suis pas trop en accord, parce qu'en vrai, quand on sait qu'il y a derrière l'oracle, je pense qu'il aurait été amené à Discordia, qu'il y aurait eu un vrai effet. Alors oui, ça aurait détruit le piège, par logique, le sacrifice qu'il doit faire. Mais je pense qu'il y a un effet de damnation qui va avec, en fait. Comme Mia, en fait, qui est damnée. Ouais. C'est intéressant quand on sait qu'il y a derrière l'oracle, parce que je pense qu'il y a du coup des choses que j'ai oubliées du cycle, que tu as en tête et que j'ai pas, mais on pourra revenir dessus. Ouais, carrément. Oui, super voulu. important pour la fin du Mathéorite, de savoir ça. Ouh, ça va être excitant. C'est thèse, antithèse, hypothèse. La totale, là, il a tout préparé. Je balance des petits trucs, tu sais. C'est ça, ouais. Tu sais, j'ai des petites notes. Balancer cette phrase. Donc cette première phrase est quand même très mystérieuse. Et on passe tout de suite à Roland, qui est tiré de son sommeil par un instinct. Donc un petit peu de temps s'est passé depuis le chapitre précédent, puisqu'ils ont atteint le premier palier au-dessus des contreforts effondrés, je cite. Une oasis luxuriante dont on avait eu les prémices au dernier épisode, puisqu'on nous avait dit qu'ils voyaient du vert dans le paysage, par-ci par-là, et que c'était pour la première fois depuis des mois, voire des années, qu'on a vu arriver l'oasis. On comprend que ça a été compliqué de garder son calme à l'approche de cette oasis, tellement ils ont souffert sous le soleil, et compliqué surtout pour Jake, qui est quand même un petit garçon, n'oublions pas, mais qu'il a réussi à se tenir et à rendre le pistolero fier, et là on est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait sur le chapitre d'avant de je veux montrer que je suis un grand garçon, et que moi aussi je suis capable de le faire, et que je suis digne de sa confiance et digne de l'accompagner. Donc l'arrivée dans cet endroit leur permet aussi de mieux se nourrir, puisque le pistolero, il tue un lapin, sans même que Jake ait réussi à sentir ou à voir sa présence à l'animal, juste avant. Ce qui dénote aussi de la rapidité du pistolero et de cet instinct qu'il a presque à voir des choses qu'on voit pas. Ouais. Bah, depuis le départ, on dit que le pistolero, c'est un surhomme, hein, c'est pas clairement. Oui, clairement. C'est une nouvelle démonstration. On savait que, en fait, là, il perçoit des choses qui bougent à peine. Alors, on savait qu'il voyait, par exemple, de très loin, ou qu'il voit dans le reflet des yeux des autres, ce genre de choses. Et là, c'est une nouvelle démonstration une nouvelle partie de son pouvoir, entre guillemets. Ouais, j'aime beaucoup le passage, justement, juste avant avec Jack qui se retient d'être heureux, d'être content, de montrer qu'il est en joie, entre guillemets. Il y a vraiment une relation parentale, tu sais, de fierté qui doit s'installer, qui, comme tu l'as dit, qui s'installe un peu entre les deux. Et le fait que King précise que c'est plus un cheval qui est tenu par les rênes de son maître, je trouve ça presque je sais pas comment expliquer, c'est pas insultant parce que le cheval est quelque chose d'extrêmement important dans le côté western et même chevaleresque et du reste. Sans cheval, il n'y a pas de chevalier. Mais il y a ce côté très tu m'appartiens quand même, quoi. Ah ouais, moi je le ressentais plutôt dans le sens où Jake il veut montrer à Roland que il se contient, mais tu vois, c'est pas Roland qui tient les rênes, c'est Jake qui lui-même se retient, qui tient ses propres rênes, qui ne veut pas laisser aller, il veut pas laisser libre cours à son désir pour se précipiter vers la verdure, vers probablement de l'eau et tout ça. Pour moi, les rênes, c'est le regard de Roland sur Jake. Okay. Donc ils ont fait cette pause avant d'arriver dans un bosquet trop dense où peuvent se cacher des chauves-souris vampires. Donc, ce soir-là, on comprend qu'il a vraiment de la tendresse pour Jake, comme on le disait, et tous ses efforts, puisqu'il refuse qu'il aille chercher du bois. Et on a au passage un prend-place que Roland considère être une expression de femme. Et là, je fais ah oui, ok. Très bien. Après, on l'a déjà vu, le sexisme qu'il peut y avoir dans le pistolero, c'est 1, l'époque de King, et 2, de toute façon, l'entre-deux-mondes qui est comme ça. Voilà, le modèle de leur société fait que c'est comme ça qu'il réfléchit. Oui. Et ce passage-là, il est très touchant, et c'est une des rares fois où le pistolero va rire.
Pour la première fois, ouais. Et on nous dit la première depuis une éternité. Ouais. Comment on passe du chapitre précédent à « Oh, je sais que je vais te tuer, gamin » à « Oh, c'est marrant quand même ». On sait qu'il s'est passé quelques jours, mais quand même, je trouve ça assez fort de... Littéralement, on a 2 pages qui séparent ces 2 passages. Et c'est quand même fort de finir le chapitre précédent de... On sait qu'il le prépare en sacrifice. Il a quasi décidé de le faire. Il le sait déjà qu'il va le faire. Je suis content de voir cet enfant. Il y a un côté vraiment ambivalent qui est fort. Et en fait, on nous prépare... On nous prépare le dilemme complet qu'il va avoir par la suite. Pour moi, il se prête au jeu et presque il oublie. En marchant, il se ment il est dans sa balade. Ouais. Il y a un côté de je me cache la vérité en sachant que tant que j'y suis pas, c'est pas arrivé. Complètement. Donc pendant que Jack dort et que Roland remplit les outres d'eau, Roland il ressent quand même un changement d'ambiance. On nous parle d'une sensualité anxieuse, du fait d'être dans une presque jungle, avec le bruit, l'humidité, la pénombre. Donc il pense à Ali, et c'est marrant parce que quand il pense à Ali à ce moment-là, on nous précise la femme avec laquelle il avait couché à Tulle. Et moi ça me fait rire parce qu'il faut pas oublier que les 5 chapitres de ce tome sont... à la base 5 nouvelles qui ont été publiées avec un peu d'écart. Et pour moi, ça c'est encore une marque que c'est une nouvelle que King a écrite plus tard et pas dans la continuité de ce qui était avant, parce que, en fait, on sait, on y était à 50 pages à Tulle, donc on sait que Ali, c'est la femme qui l'a tué à Tulle, il n'y a pas besoin de nous le redire comme si on reprenait un truc en cours de route 10 ans plus tard. Ouais, je suis assez d'accord. En fait, ça m'a un peu sorti de l'histoire en me disant, mais je sais pourquoi tu m'expliques ça, en fait, on l'a lu là il y a pas longtemps, ça servait à rien. Il le fait dans le chapitre précédent d'ailleurs aussi. Rappeler que Alice est sa gueuse et du reste. Ouais. Donc ils mangent et ils resteront là pour la nuit. Le pistolero sait que l'homme en noir les attendra et il a une intuition forte, mais pas une bonne intuition. Je trouve ça intéressant ce passage de les sons remplissés, qu'il y ait la sensualité qui se dégage de cet endroit. En fait, je l'avais ressenti un peu comme un chant de la sirène de l'oracle qui tente d'attirer les gens de passage autour à elle. Ouais. Je dis elle pour l'oracle, c'est pas du tout, parce que on sait que c'est une femme qui sera matérialisée, mais c'est pas nécessairement le fait que ce soit une femme. Et donc au moment où il se couche, Roland il pose une main sur Jake qui dort, et à ce moment-là il se souvient de Cuthbert. Donc en fait parce que le garçon lui fait penser à un de ses amis, et je me suis dit que c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'en sent aussi proche aussi vite, c'est parce que ça lui rappelle des moments meilleurs, on dira. Son premier cathète, quoi. Ouais. Dans la vie d'un pistolero, c'est quelque chose de très marquant, des relations qu'il pense pas pouvoir refaire un jour. Oui. Donc la partie d'après, c'est une partie en italique, et je pense à toi, Grand Paul, en me disant que pour toi, c'était peut-être pas en italique. Si. Avant de passer au passage d'après, excuse-moi, il y a 2 points que je trouve... juste parce qu'il y a un passage qui est ultra stylé, c'est « Le temps est un voleur de mémoire ». Je trouvais ça, la phrase assez cool, c'est le moment du passage de l'expression de femme. Je trouve encore plus stylé de penser que c'est la tour qui est une voleuse de mémoire, voilà. Le temps est un voleur de mémoire, c'est clairement l'idée que à chaque fois il revient en arrière, mais il s'en souvient pas. Oui. Et quand il parle justement des chauves-souris vampires, il parle de peut-être qu'aucun d'eux ne se réveilla, du moins pas dans ce monde-ci. Et je trouve ça intéressant parce que peut-être qu'il a compris que la mort de Jack l'a amené dans ce monde-là, d'une certaine façon, par l'homme en noir, mais quand même, peut-être que... ou alors c'est juste une impression de se dire on se réveillera au paradis à clairière au bout du chemin, quoi. Ok. Je pousse loin. En effet. Il rêve de Suzanne Delgado, sa bien-aimée, qui meurt sous ses yeux, et je me suis demandé à ce moment-là si c'était pas la première fois qu'on avait son nom en entier. Je sais plus si on avait déjà eu Delgado avant. Je sais plus, on a Suzanne, oui, il nous en a déjà parlé. Delgado, je t'avoue que... Ouais, j'ai relevé parce que j'étais pas sûre. Ouais, je pourrais le chercher en plus. Je crois que Grand Poil t'es en train de chercher du coup. Non, pas du tout. Non, parce que moi j'ai l'e-book. Si, c'est la première fois. Ah, voilà. Qui a écrit Delgado dans le bouquin. Donc on rentre dans le cœur des choses. Ouais. Donc il rêve qu'il assiste à la scène, qu'il est tenu par des villageois. Donc à la scène quand elle meurt, elle vient de le dire. Et, il sent l'odeur de ses cheveux qui brûlent et il entend crier charioterie par le public. Et on nous dit ses ennemis de la lumière et de l'amour. Et pendant que la peau de Suzanne se craquelle et s'en trouve, il entend le rire de la sorcière Rhea. Tous ces noms
tous ces noms et même l'expression qu'on retrouvera dans le tome 4. Ouais. Oui, on est en full préparation du tome 4. Moi, j'ai prévu de revenir sur Chariotry et Rhea Ducos, Ouais. si on veut expliquer un peu ce que c'est. Et juste avant ça, tout ça, Bien c'est sûr, une vas-y. modification V2. Rhea, Chariotry, Pas étonnant. et Jude, tout ça aussi. Sachant que finalement, Ah oui. c'est intéressant que là, il lie et Jude à Suzanne et donc à sa mort, sachant que quand il arrive au début du tome 1, c'est Jude qui est joué et il ressent cette chanson comme de la merde, et en fait il y a un effet je pense redondant là-dedans, et en fait il y a j'avais noté modification d'un passage dans la V1. Roland se souvient, puisqu'il fait référence à ce souvenir encore sur les odeurs du moment, comme s'il avait vécu le moment. Donc je sais pas si c'est une modification V1 V2 parce que King avait prévu de lui faire voir le moment ou pas. Mais c'était encore dans le sens, il s'en souvient encore comme s'il y était au temps passé. Oui, parce que rappelons que dans le tome 4, quand Suzanne meurt, il n'est pas là. Ouais. Non, Donc il la voit pas. il ne l'a pas vu, donc il en cauchemarde parce qu'il forcément il imagine très bien ce qui a pu se passer, mais il n'est pas là à ce moment-là. Ouais. Et je dis une connerie, Ed Jude y était déjà sur la V1, c'est juste que sur la V2, ils ont traduit les autres chansons à part Ed Jude, qui sont chantées en cheminant et Amour insouciant, et dans la V1, elles sont en anglais. Elles sont en titre anglais en fait. Ok, d'accord. Donc Chariotry, que les villageois crient, en fait, lors de la fête de la moisson. Dans l'entre-deux-mondes, en fait, la moisson, c'est une vénération des dieux anciens. Chariotry, ça veut dire on allume le feu de joie de la moisson et on y jette des pantins. Voilà, c'est une célébration. Ouais. Et Rhea Ducos, c'est la sorcière de Mégis. Donc, on est toujours full tome 4, dans le tome 4 étant le tome où Roland nous raconte sa jeunesse et notamment ce qui s'est passé à Mégis. Il y a notamment la mort de son cathète et la mort de ses amis et de la femme qu'il aimait, Suzanne machin. Donc Rhea Ducos, c'est la sorcière de Mégis qui doit veiller sur le cristal du magicien. Et en fait, elle joue un rôle essentiel dans la mort de Suzanne. Le cristal rose. C'est vraiment un personnage très très fort que moi j'aime parce que je le trouve très perturbant. C'est Elle est dégueulasse. Ouais. J'ai pas de grand... Enfin, dans tous les sens du terme, pour moi, elle est dégueulasse. Hein. Mais elle a un charisme incroyable et je pense Mais que oui. c'est une des choses qui peut... Dans une bonne adaptation télé ou ciné, si elle est bien faite, elle va me terrifier. Vraiment. Parce qu'elle est vicieuse, elle est laide, elle est rongée par le cristal qu'elle garde. Et en fait, elle fait des choses à Suzanne qui sont indescriptibles. Et je pense qu'on aura des épisodes où on sera obligé de faire des trigger warnings en début parce que jusque-là, c'est OK. Mais sa première rencontre avec Suzanne, rien n'est OK. Donc, on fera des gros trigger warnings au début. Et donc là, on nous drop son nom. Il entend le rire de la sorcière, quoi. En espérant que tu t'en souviennes au tome 4 quand tu y arrives, quoi. Mais j'ai déjà lu ce nom quelque part. Les premières fois, c'est perturbant. Ouais, ce qu'on dit depuis le début, c'est que c'est presque gratos, mais que quand tu le relis, c'est vraiment, tu te dis, ah là là, j'ai assez hâte, en fait, de revenir au 4, qui, à la base, est loin d'être mon préféré, et en fait, de me souvenir, là, tu vois, de reparler de Rhea, je me dis, ah ouais, ça va être incroyable quand on va être à ce passage-là. Donc, dans son rêve, Suzanne, elle lui crie « Le garçon, Roland, le garçon !» Et on comprend qu'il y a aussi Jake dans ce rêve. Il est à une fenêtre, il est mort, le front transpercé d'une pique. Donc, en fait, cet endroit-là du front de Jake, c'est là aussi où Roland, il a mis une balle à Ali. Mais c'est aussi là où le père Callahan, il a une cicatrice en forme de croix. Donc c'est celle qui lui a été faite par les frères Hitler qui étaient engagés par les ignobles pour traquer Callahan et le tuer. Ça, on pourra y revenir longuement plus tard, mais on va pas refaire toutes les histoires maintenant. Et c'est là aussi où les mignons du roi cramoisi, ils ouvrent des plaies qui ne saignent pas. Donc c'est vraiment le centre du front chez King, c'est assez symbolique et c'est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois. Ouais. Et le pistolero, ils sont remontés une folie viscérale sous forme de cris. Donc, ce comte Pistolero, il a dormi trop près du feu, et dans son cauchemar, il s'est brûlé la main dans le feu. Sauf que c'est sans doute une bonne chose quand même, puisque ça lui a permis de se réveiller, et quand il se réveille, il se rend compte que Jake n'est pas là. Donc, il bondit avec ses armes aux mains, et il suit la piste du garçon dans la forêt de plus en plus dense. Je me suis demandé si c'était sa main droite qui était brûlée encore ou pas. Ouais, je me suis posé la question aussi. Mais c'est pas précisé. Non, et on n'en c'est pas reparle pas précisé. après parce que il me pense Non, ouais, c'est un détail. Non, c'était vraiment une excuse pour pouvoir le réveiller. Complètement. Il met pas d'eau, alors que pour éteindre le feu, peu importe la taille de la brûlure, peu importe le degré de brûlure, 10 minutes sous l'eau froide. Ok, Jean-Michel Prève. Les bons gestes. Et là, on est déjà plus dans la prévention quand on s'est brûlé, c'est trop tard, on ne dort pas à côté d'un feu.
Donc il suit une piste visuelle, mais aussi olfactive, puisque le gamin il pue, mais normal, lui aussi il pue. Et c'est marrant ce côté un peu fin limier qui suit presque une proie par son odeur. Ouais, on a vraiment le pisteur en action, quoi, qui contre toute attente est vraiment le parent qui a perdu son fils et qui ne recule devant rien pour avancer. Le gars, il se prend des coups dans les couilles, hein, il le précise, il prend des branches dans les coronesses. C'est comme si rien n'avait lieu, il continue, il est vraiment en trac, comme un parent qui serait capable de faire ça pour son enfant. Oui, et en même temps, je pense qu'il a quand même pas oublié que Jake, c'est sa monnaie d'échange pour accéder à la tour. Oh, à ce moment-là, on est plutôt dans la réaction que dans... je suis pas sûr, hein, que vraiment... Je suis plus sur le côté parent. Ok. Donc, en effet, il trébuche, il s'égratigne, et il déboule dans une clairière, et il voit, grâce au clair de lune, donc le premier clair de lune qui voit de la nuit, parce qu'on nous a dit plutôt que la forêt était dense et que ça laissait rien passer, un anneau de pierre noire debout avec, au centre, un autel en pierre. Ouais, très Lovecraftien, la petite description qu'il y a autour de ça. Ouais. C'est un anneau de pierre noire debout qui est clair de lune, qui faisait penser à une sorte de piège surréaliste. Au centre se dressait une table de pierre, un autel très ancien jaillissant du sol sur un épais de pieds de basalte. Vraiment... c'est full Lovecraft. Tu vois, juste le mot basalte... Mais c'est con, même basalte. Poser le truc et au centre se dresser, je crois que tu retrouves cette phrase dans tous les trucs de Lovecraft possibles. Ouais. Moi, ce à quoi ça m'a fait penser direct, c'est à la nouvelle Haine, qui est dans Juste avant le crépuscule, un recueil. Et j'ai relu la nouvelle à cette occasion, pour cet enregistrement. J'ai pris des notes et je reviendrai dessus quand on aura fini. On va pas bifurquer complètement vers une autre histoire tout de suite. On reviendra dessus quand on a fini. Il y a des petits liens à faire, évidemment que Haine est lié à la Tour Sombre, parce que de toute façon, tout est lié à la Tour Sombre. On pourra essayer de comparer si c'est le même type d'hôtel ou pas, et si d'oracle et d'hôtel et de cercle de pierre, et si ça a les mêmes propriétés quand on aura fini de balayer tout ce chapitre-là. Donc clairement, en fait, on fera au moins 2 heures, c'est sûr. Ok, très bien. Donc Jake est devant l'hôtel, il est tremblant, il se balance d'avant en arrière, les mains agitées mais le long de son corps, et il balbutie un truc quand le pistolero l'appelle. Donc on nous dit que le visage du garçon est un mélange livide de terreur et d'exaltation, mais de quelque chose d'autre aussi. Et en fait, le quelque chose d'autre, c'est un plaisir insoutenable, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup depuis le début du Pistolero, le côté un peu... quand on est en présence d'un mal, ce mal, il a aussi une influence sur nous qui est sexuelle un peu malgré nous. On l'avait avec l'Emmeneur. Ouais, un truc un peu malsain. Enfin, ce plaisir-désir que King met un peu dans tout... Comme si c'était une dénonciation de le sexe est mal, et pourtant c'est pas exactement ce qu'il est en train de dire, mais il le met un peu partout. C'est plutôt que le mal et faire quelque chose de mal, c'est quelque chose d'excitant, même quand tu sais que c'est pas bien. Ça, je pense pas que le sexe n'est pas mal, c'est une conséquence. On ressent une excitation, et ce qui se manifeste le plus souvent chez l'homme quand on a une excitation, bah c'est le corps qui réagit. Ouais, c'est ce qu'avait déjà Ali quand elle a rencontré l'homme en noir à Tulle. Ouais. C'est exact. Il a dû employer à peu près les mêmes termes en plus. Oui. Donc Roland, qui agit toujours par instinct, l'instinct étant décrit dans ce passage comme étant la voie la plus honnête et la meilleure d'après lui. Il sort la mâchoire du démon qui parle de sa poche, donc la mâchoire qu'il a récupérée au chapitre précédent, au relais, et il la tend face à lui à hauteur d'yeux pendant qu'il fait les doigts de métal, ou pas tout à fait les doigts de métal, plutôt les doigts de Brice de Nice pour les personnes qui auront la ref, de l'autre main. Non, parce que il dit pousser. Ah ouais. Ouais. Ah oui, j'ai déjà vu ça aussi comme ça, symbole. Ah ouais, c'est Aloha. Du coup, c'est pas le doigt de métal, tu vois. Je crois que c'est Aloha, si je dis pas de conneries. C'est comme ça que les surfeurs se saluent. Oui, Brice de Nice, c'était bien ça. C'est plus comme ça, en fait. C'est pas. Non. C'est pas tendu. Il y a le pouce qui est... Ah oui. C'est tendu vers l'avant, en fait. C'est comme les cornes du démon que tu tends, mais c'est pas l'index, c'est le pouce. C'est ça, le truc. C'est dur à faire. Ouais. C'est dur à faire. C'est très italien pour chasser le démon aussi. Le mauvais œil. Le mauvais œil. Mais du coup, c'est pas les doigts de métal. Non. Donc Roland, il écarte le courant de sensualité, ce qui provoque à Jake un hurlement, et dans un effort surhumain, le garçon arrive à porter son regard sur la mâchoire. Alors moi j'ai des choses à dire sur la mâchoire, j'ai fait mes devoirs. Ah. La mâchoire, c'est une référence biblique,
comme souvent chez King. En fait, dans le passage 13-16 de la partie juge, où Samson tue un millier de Philistins armés uniquement d'une mâchoire d'âne, c'est clairement un passage, une référence à ça, parce que King aussi s'amuse à, par exemple, nommer beaucoup de choses Légion, qui est aussi une référence très précise à la Bible. Et en fait, Samson, c'est pas la seule fois dans le cycle de la Tour Sombre qu'il est évoqué. Il a déjà été évoqué par Sylvia Pittston dans son sermon du premier chapitre, quand elle dit j'ai le sentiment que je connais personnellement tout le monde dans la Bible, machin. Elle cite plein de passages de la Bible, et dans les passages de la Bible qu'elle cite, à un moment donné, elle dit j'ai exterminé 1000 Philistins aux côtés de Samson lorsqu'il a brandi la mâchoire d'âne, et j'ai été aveuglé par l'éclair comme Saint Paul sur le chemin de Damas, machin. Et Samson est aussi cité par Aaron Dipno, qui mentionne la devinette de Samson dans Terre perdue. Et en fait, cette devinette, elle est mentionnée dans l'introduction du livre de devinettes que Jake récupère à la librairie. Oh. En fait, il n'a pas la solution, parce que si on se souvient bien, toutes les pages de solution à la fin, elles ont été arrachées. Tout à fait. Et en fait, c'est Aaron Dipno qui lui donne la solution à la devinette de Samson, qui est citée en introduction du livre de devinettes, qui joue quand même un rôle important symboliquement important, parce qu'il aidera pas à résoudre ce qui se passe à la fin du 3 et au début du 4, mais en tout cas, Samson est présent ailleurs dans la Tour Sombre. King aime bien mettre des références bibliques. Oui, Samson en plus représente vraiment le héros, par définition invincible, qui avance, implacable, qui fait tout, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien le passage de quand il tire justement cette mâchoire de la poche arrière de son jean, en disant, sans réfléchir, mais agir par instinct pour le pur ne lui avait jamais fait peur. Ça a toujours été la meilleure et la plus honnête des voies. Et du coup, on retrouve le pistolero qui est pas bon pour réfléchir, mais qui est bon pour agir. C'est vraiment l'instinct du pistolero. Oui, la voie la plus honnête et la meilleure d'après lui. Voilà, c'est ce que j'avais cité plus haut, en effet. Donc Jake s'évanouit, le pistolero le prend dans ses bras et s'enfuit alors qu'il sent la colère de l'oracle qui perd sa proie, colère qui décline quand il sort du cercle. Ouais. Et là où il y a vraiment un côté, en effet, un père qui secourt son enfant, quoi. Bah, c'est juste après, en plus, qu'ils vont nous dire qu'il a été pris, comme une fièvre parentale. C'est là aussi où ils nous rajoutent qu'il aime Jake depuis le moment où il l'a vu la première fois. Ouais. Exactement. En lui déposant un baiser sec sur la joue, comme l'amour inconditionnel de son père pour son fils. Au moment où il fait ça, il a l'impression d'entendre le rire de l'homme en noir quelque part au-dessus d'eux. Exact. Et oui. Parce qu'il pense toujours que Jack est un piège, et que l'amour, au final, est un piège, un truc qu'on nous rabâche quand même depuis un paquet de pages, et il sait de toute façon que ça va mal finir. Exactement ce que j'avais noté, bravo. On prend les mêmes notes, dites-nous. C'est fou, arrêtez de copier. Je fais juste un ajout pour le côté magique de la situation, parce qu'on est en plein dans la magie, là, en fait, avec le démon qui apparaît, le fait que j'aurais un autre truc à dire sur un démon, sur le démon, sur le terme en tout cas. En fait, sur le fait que rien n'est expliqué sur la notion de magie dans l'autre monde et comment tout ça agit sur le physique. Je trouve ça assez intéressant en fait. Je pense pas que Roland, dans ses années d'apprentissage de pistolero, ait appris quoi que ce soit sur la magie. C'est pas un magicien du tout. Mais le fait qu'il apprenne à s'en défendre me paraît logique. Et du coup, j'ai l'impression en fait que comme il n'y a pas de règles, à aucun moment dans les 8 tomes, King explique quoi que ce soit sur comment ça se passe dans son monde de la magie. On n'est pas dans le Seigneur des Anneaux où c'est les chants qui font des trucs magiques sur les gens et tout. On est vraiment sur l'instinct. Et en vrai, je trouve ça intéressant qu'il y a un côté très de volonté. En fait, moi, je le ressens comme la magie s'exprime par comment plier l'autre à sa propre volonté. Et je pense pas qu'en soi, la mâchoire est vraiment forcément un truc magique. C'est peut-être qu'un catalyseur, mais en fait qu'elle serve en fait justement de catalyseur à Roland pour imposer sa volonté au démon et de dire d'arrêter ce qu'il est en train de faire pour pouvoir s'en réchapper. Je sais pas si je suis clair quand j'exprime ça. Si, parce qu'en plus, le fait d'utiliser des catalyseurs pour que ce soit pour imposer sa volonté ou pour faire des actions magiques, c'est quelque chose qui est souvent représenté dans n'importe quelle littérature fantastique. Ouais. La plupart des mages, ils ont leur bâton et c'est là aussi à partir de là, ils s'en servent. Gandalf et les Istar, par exemple, ne peuvent se servir de leur magie qu'au travers d'un bâton. Ils peuvent pas, il y a pas ils n'ont pas. Alors, je crois qu'ils n'ont pas le droit dans ce cas-là, mais ça leur sert de vraiment à canaliser à ce que leur pouvoir ne passe que par un seul endroit. Et donc du coup, je trouve ça intéressant. Je pense pas que Roland soit magicien, mais que la force de sa volonté permet de le faire en fait. Et que je pense que toute la magie autour dans l'entre-deux-mondes, en tout cas, fonctionne comme ça. Non, Roland, il n'est pas du tout magicien, et la magie en laquelle il croit, c'est celle qu'il voit. Il a un côté vraiment très terre-à-terre, parce qu'on l'a vu à l'épisode précédent. Il a beau savoir que d'autres mondes existent, ce que lui décrit Jake, il n'y croit pas une seule seconde.
Et en fait, il ne croit que à la magie qui est de son monde et qui est pour lui perceptible. Et le reste, les démons, il y croit, c'est ok, le truc est acquis, mais le reste, tout le folklore qui va autour, ça va pas trop être son truc. Donc en effet, jamais dans le cycle, il fera des incantations ou quoi que ce soit. De l'hypnose, mais est-ce de la magie? La question est souvent. J'ai noté le point démon, mais j'y reviens plus tard quand il rencontre l'oracle, justement. Ok. Donc Jake se réveille pas content, parce que le pistolero l'a attaché à un poteau pour éviter qu'il s'enfuit à nouveau dans son sommeil, mais ça, lui, Jake, il s'en souvient pas qu'il s'enfuit dans son sommeil. Écoute, il lui a pas mis des trucs dans les oreilles, déjà, c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Donc Roland annonce à Jake qu'il doit s'éloigner pour la journée, et dans cet échange, il se passe deux choses. Par la patience, il montre déjà à Jake comment réfléchir et ne pas laisser ses émotions en péter, parce que... La patience. Est-ce que c'est pas de l'ironie venant d'un mec qui a jamais réfléchi de sa vie? Non, mais utilise ta tête, Jack, s'il te plaît. Fais ce que j'ai jamais fait. Mais oui. Mais ça, pour le coup, c'est un truc... c'est un truc qu'il fait souvent et qu'il fera souvent aussi par la suite, hein, c'est que, surtout quand il y a des évidences comme ça, il laisse les autres tirer les conclusions. Il n'aime pas énoncer des vérités comme ça. Il n'aime pas les trucs, c'est pas Captain Obvious. Non, et en effet, il a pas la patience d'énoncer des vérités lui-même, quoi. Il y a ce gimmick qu'il a beaucoup, qui est de faire des moulinets de la main en mode avance, on n'est pas là pour s'attarder, et pour lui, énoncer une vérité, c'est déjà s'attarder. C'est clair, c'est trop bien. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. La deuxième chose de cet échange, c'est que la mâchoire, elle a un pouvoir de protection qui pourra protéger Jake. Et là, peut-être que Zéphiriel, tu vas en parler. Moi, la question qui m'est venue, c'est, elle a un pouvoir de protection uniquement pour Jake ou pas? Et si c'est que Jake, pourquoi c'est que Jake? C'est mon point d'avance sur la volonté. Je pense que parce qu'on lui précise que ce truc est magique, il pense que c'est magique, donc c'est magique. D'accord. À mon sens, c'est que ça, en fait. C'est le pouvoir de la volonté, en fait. C'est le placebo. Ouais, c'est pas une forme de placebo, c'est que ça fonctionne parce que j'y crois, en fait. Et c'est juste ça, en fait. Et on est dans ce type de monde-là, en vrai. On peut pas se cacher plus que ça. Et je pense que, parce que Roland le démontre, entre guillemets, et lui dit en disant, ça t'aidera. Il lui aurait donné un grain de sable en disant, c'est magique. Il aurait pensé que c'était magique. Et je pense que ça aurait fonctionné tout le temps. Bon an, mal an, le fait que la mâchoire vienne d'un démon, j'aimais quand même des choses, quoi. et l'échange sur utilise ta tête et en V2 est plus liant entre Jack et Roland. Il est plus vraiment, c'est plus un passage de père à fils, d'échange de père à fils qu'il l'est dans la V1. Il est un peu plus retravaillé par King pour que ça fasse un véritable échange, quoi. Donc Roland est à nouveau étonné du caractère du garçon, qui au final ressemble plus à Alain qu'à Cuthbert, et on nous dit un garçon discret aux antipodes de la démagogie et du charlatanisme à la Cuthbert, un garçon fiable qui n'avait peur de rien. Et j'aime bien parce que dès qu'on est dans les pensées de Roland, il y a toujours un petit peu de jugement quand même, tout ce qui est charlatanisme et tout, tu te dis, franchement, il doit être chiant au quotidien, ça doit être un enfer ce mec. Franchement, aucun fun, quoi. Oui, après, quand tu connais Cuthbert, forcément, moi je comprends un peu ce qu'il veut dire. Hein. C'est une grande gueule, il a beaucoup de grands airs, il y a pas toujours, on sait pas forcément ce qu'il y a derrière. C'est deux opposés. C'est vraiment deux opposés pour le coup. Mais on sait pas. Moi, je serais assez curieuse de voir comment Cuthbert aurait grandi. Parce que Roland s'est complètement renfrogné. Parce que Roland s'est complètement renfrogné. Après, en même temps, vu ce qu'il a vécu, c'est difficile d'être très joyeux. Mais Cuthbert, je suis assez curieuse. Tant pis, on saura pas. Je pense que Cuthbert, il serait devenu Eddie, en vrai. Hein. Ouais. Sans la drogue. Ouais, Eddie au début. Ouais. Sans la drogue. Tu sais pas. Il serait tombé dans l'herbe du diable. Non, je voulais dire, comme Eddie, dans les boules mort. Ah oui, encore. Pardon, j'arrête. Donc avant de partir, le pistolero, il renonce à l'idée d'hypnotiser Jake, qui a franchement pas l'air dans son assiette. On comprend aussi qu'il sait que le démon du cercle de pierre est un oracle, et il se demande si, à cause de la lueur sexuelle, ce n'est pas l'âme de Sylvia Pitstone, qui donc est bel et bien morte. On s'était posé la question, mais on l'avait résolu pendant le même épisode. Et puis il se dit que non, le truc qui est ici est bien plus ancien, et surtout ce qu'on comprend à ce moment-là, c'est que le pistolero, il va dans le cercle avant tout pour avoir des réponses à ses questions. En vrai, maintenant qu'il a sauvé Jake, il a pas besoin d'y retourner. Mais vu qu'il a compris que c'était un oracle, il y retourne. Ouais. Et là, Roland, il sort un cacheton de drogue qui réveille, entre guillemets. Cette drogue-là, c'est de la mescaline que Jake compare spontanément au LSD, comme dans un flash de réminiscence d'avant. Ça, c'est marrant.
Et juste pour préciser, c'est marrant parce que Roland, il le croit pas vu qu'il a jamais vu ou entendu quelqu'un dire LSD pour mescaline. Et surtout la mescaline, pour faire un petit point King, déjà c'est une substance psychoactive d'origine végétale présente dans certaines variétés de cactus machin. C'était notamment utilisé par les natifs américains comme un médicament ou lors de rituels. Donc rituel chez les natifs américains, un truc très kingien, mais surtout, dans les années 60, c'était une des drogues préférées de King lui-même, avec le LSD et le peyote. Et il a dit dans une interview dans les années 2000 que c'est sous mescaline qu'il a eu l'inspiration pour la Tour Sombre en regardant Le Bon, la Brute et le Truand. Normal, trop bien. Voilà. Très bien. Un petit point, encore une fois, préparation paiement. Quand il sort le cacheton de sa blague à tabac, là, il dit qu'il le fait rouler entre ses doigts, qu'il allait disparaître bien trop tôt. Oh, oui. Et cette petite phrase-là, je l'avais ratée les premières fois où je l'ai lu, tu vois. Ah, putain, ah ouais, ok. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Oh putain. C'est tellement creux. Oh là là. Et là, tu vois, pareil, je l'ai vu, mais là, à cette relecture-là, toute celle d'avant, je l'avais pas. Ah ouais, j'avoue. Je pensais qu'il parlait du cacheton, mais oui, bien sûr, trop bien. C'est tellement gros qu'on le voit pas. C'est ouf, hein. Trop bien. Et donc, en attendant que la drogue, elle monte, Roland, il nettoie ses armes, il recoue une déchirure dans la chemise de Jake. Donc, c'est vraiment une putain de daronne. Et alors que la mescaline commence à le faire planer, il laisse Jake et il part dans la forêt. Point intéressant, que je trouvais intéressant quand il dit qu'il n'avait jamais entendu quiconque appeler la mescaline LSD. Il précise pas même dans les vieux livres de Martin. Donc, sous-entendu, il a déjà feuilleté ces livres-là quand il était au château de Gilead et que Martin était présent, à savoir, est-ce qu'il l'a fait parce que Martin lui a enseigné les choses ou est-ce qu'il l'a fait dans le dos de Martin ou je sais pas. Ok. Donc, en chemin, la drogue commence à faire effet, le cours de sa réflexion ralentit, la connotation de chaque idée et la moindre donnée microsensorielle augmente et les choses commencent à prendre un poids et une épaisseur invisible jusqu'alors. Donc il se sent paisible alors que d'habitude il aime pas parce que là il ressent plus. En fait ressentir c'est quand même pas trop son truc à Roland. Donc arrivé dans le cercle il attend, puis il s'approche de l'hôtel et il attend encore. Alors juste avant qu'il rentre dans l'hôtel, il y a un petit passage qui nous montre encore une fois le caractère de Roland le bonhomme, Roland le ferme, le têtu, qui dit qu'il aime pas la drogue en fait. La drogue ça l'a toujours gêné parce que il a trop d'ego. Ah oui moi je pense que c'était parce qu'il aime pas ressentir. C'est ça, il aime pas être décortiqué, ça le rend fou le fait d'avoir des émotions en fait. Ouais, c'est marrant. Et moi je relevais juste le voyage initiatique que ça prenait, tout ça en fait. Parce qu'il ne part du camp que quand la drogue commence à faire effet et pas avant. C'est-à-dire qu'en fait tout le trajet qu'il fait jusqu'au cercle est déjà en fait la préparation pour ce qui va se passer et il a besoin en fait de ressentir tout ce que la nature a à lui offrir comme le faisaient j'imagine les Indiens, enfin en tout cas comme c'est plus ou moins décrit dans les légendes qui entourent tout ça, que ce voyage initiatique sous drogue a besoin de reconnecter avec la nature et en fait il a vraiment, c'est un rite de passage pour arriver à tout ça et pour avoir presque le droit d'arriver au cercle et d'y rentrer, je trouve. En effet, et une fois qu'il y est rentré, il attend, et donc vu qu'il s'approche de l'hôtel, il attend encore, et il se passe rien, donc du coup il s'allonge sur l'hôtel, et là il y a un ver qui lui vient, qui est un ver des Manites du nord du désert. On nous dit que c'est un clan qui vivait toujours entouré de machines, pour la plupart hors d'usage, et qui lorsqu'elles marchaient dévorait parfois les hommes. Moi j'ai une question, et là je pense qu'on va peut-être avoir besoin de tes connaissances topographiques de l'entre-deux-mondes zéphiriel. Au nord, est-ce que ça veut dire que c'est plus près de la tour ? Parce que la tour, quand il est là, est-ce qu'elle est plus au nord ? Et est-ce que ça veut dire que plus on est près de la tour et plus il y a de machines ? Ou est-ce que plus on est près de la tour et plus elle déraille ? Quel est le lien entre les machines et la proximité de la tour, tu vois ? Pour moi, la tour, c'est le centre du monde. Donc, quand on est au nord, on est loin d'elle. Ok. Pour moi, il n'y a pas de carte qui... Enfin, j'ai pas de carte qui fasse tout ça, mais je ne l'ai pas encore commandé. J'attends le Tipeee. Mais non, mais pour moi, c'est éloigné de tout, en fait. Mais par rapport à lui, elle est... là, à Roland là où il est maintenant. Ouais, là, Roland, là où il est maintenant. Là, il va vers le sud-est. Ah oui, non. Oui, parce il est que sur les le rayon maniques du nord, ça ne veut pas forcément dire que c'est les maniques qui sont au nord de lui, c'est les maniques du nord du désert. Du nord, oui. Du nord de la planète, en fait. Ou de la carte, en tout cas. Mais il y a un truc intéressant, c'est que en bout de rayon, c'est-à-dire à l'opposé de la tour elle-même, il y a les centres de contrôle de Shardik. Enfin, on retrouve Shardik, tous les trucs de North Central Plutonic Institute. Et en fait, du coup, on peut se poser la question,
pas persuadé parce que Lude est plus proche, je sais pas. Et non, même pas parce que Blaine, qui est une machine, disait qu'il allait déjà à la tour avant. Ou qu'il passait par la tour ou pas loin. Non, il n'allait pas jusqu'à la tour pour moi. Mais il la voyait quand il passait. Et je crois, il en fait référence, Blaine, je crois, quand ils en parlent avec le pistolero. Donc je suis pas persuadé que la tour ait un effet sur les machines en tant que telles. Mais, non, pour moi, c'est juste que leur monde, là, il se casse la gueule. Ouais, je pense que c'est plutôt pareil. ça. Ouais. Là, tout est... On l'a croisé au relais, il y avait des vieilles machines, une vieille pompe qui marche encore, parce qu'elle est nucléaire. Donc non, je pense que c'est vraiment le fait que plus personne ne sache s'en servir qui fait que tout finit par... Et aussi leur ancienneté, on en parle quand ils seront à Lude des vieux ordinateurs qui se détraquent juste, hein, mais je pense que c'est pas en rapport direct avec la tour. Ouais, je suis assez Oui. Pas avec la proximité, avec l'éloignement ou la proximité. Oui, je me demandais si la présence de machines dans un lieu, ça voulait dire quelque chose du lieu ou pas, mais a priori, il y en a partout, quoi. Ouais. Et donc, le vers qui lui est revenu de ces fameux manies du nord du désert, c'est « Hors de portée de tout homme, une goutte d'enfer, une touche d'étrangeté ». À ce moment, on nous dit que les vers revenaient encore et encore, lui rappelant de la neige dans un globe comme celui qu'il possédait enfant, mystique et à moitié fantastique. Et en fait, on se dit, mais Roland, il avait une boule à neige quand il était enfant. Oui, c'est ça, il avait une boule à neige. C'est rigolo. Tu crois qu'il y avait Gilead dedans ou la tour ? Je pense qu'il y avait la Mais tour. oui, je me suis demandé qu'est-ce que ça peut être, du coup. Et surtout Jack. pour lui... Mais pour moi, ça veut dire, il le dit quand même que c'est mystique et à moitié fantastique, donc que c'est pas quelque chose de son monde. Il n'y a pas de boule à neige dans l'entre-deux-mondes, c'est quelque chose qui a été ramené de notre monde à nous ou d'un monde comme le nôtre. Je suis pas sûr qu'il neige dans l'entre-deux-mondes en vrai. En plus. Intéressant, ce vers des manies. Alors moi, je l'ai cherché, je l'ai trouvé nulle part. Ni dans Concordance, ni ailleurs. C'est droppé là, mais il n'y a pas de référence à quoi que ce soit dans Concordance. Ouais, le lien est pas évident à faire avec ce qui se passe. Ouais, c'est juste pour dire. Donc dans les arbres, il voit des visages, et toute cette herbe lui rappelle Suzanne, et du fait qu'il s'est mis s'allonger avec elle dans l'herbe. Donc l'oracle doit capter cette pensée, parce que le démon s'allonge près de Roland en convoquant l'image de Suzanne. Et Roland qui commence à être sous emprise, et parce qu'on comprend qu'il bande à ce moment-là. Ouais. Et là, on revient sur ce côté... en fait, là, c'est aussi parce que l'oracle va demander à Roland une relation sexuelle en échange des réponses aux questions qui se posent. Et encore une fois... C'est une monnaie d'échange. Ouais, le sexe, c'est une monnaie d'échange, comme ça l'a été avec Ali dans le chapitre 1. Ouais. Le sexe, c'est de l'argent, en fait. C'est une forme d'argent. Le passage avec Suzanne, où au-dessus de lui, sa bien-aimée Suzanne Delado, qui l'attendait dans une cabane de meneur bétail abandonnée, et les cheveux lâchés sur les épaules et dans le dos, il pencha la tête, mais son visage, à elle, le suivit. Tout ça, c'est dans la V1 déjà, mais là, c'est vachement plus détaillé. C'est vraiment comme un souvenir qu'il détaille, qu'il a déjà vécu dans le tome 4. Quoi. Mais du coup, dans la V1, on nous parle déjà de Suzanne. Ouais, Suzanne a déjà droppé... chapitre 1 dans la V1 et je peux te retrouver ça assez rapidement. Du coup, en attendant, juste pour revenir sur le sexe et le démon, vu que chez King tout est quand même très biblique et notamment là, la luxure c'est un péché et donc le démon évidemment qu'il va représenter un de ces péchés-là. Donc il est pas une éclair au chocolat parce que Roland c'est pas un gourmand. Il est, je vois que t'es pas d'accord, mais et pour moi c'est le fait qu'il soit avide de sexe et de luxure, c'est aussi parce que c'est un démon et ça vient toujours du côté du mal. Et j'essaye de savoir. Alors dans la Tour Sombre, en tout cas à ce stade, oui. Dans les autres histoires, non. Mais là, pour l'instant, tout ce qui est un peu tendancieux, c'est quand même du côté de ce qu'on juge nous être le mal entre guillemets, quoi. Ouais. Je réponds à Rampoil pour la V1 et je reviens sur ce point-là. Il parle de comment ai-je pu en arriver là, pensa-t-il, depuis ces merveilleux moments que nous avons connus, Suzanne et moi, couchés dans le foin tendre. Un corps de vent se leva contre son corps, des seins d'un soudain parfum de jasmin, de rose et de chèvrefeuille. Et c'est tout. Le premier chapitre, c'était ? Non, ça c'est dans la V1 du passage de Suzanne, les cheveux lâchés au vent, machin tout. Okay. Je comprends ton point. Je comprends ce que tu veux dire sur le démon représente le sexe, donc le sexe c'est la luxure, donc c'est un péché capital, et donc c'est très biblique, et c'est très vrai. Je pense que c'est le terme de démon et ici de succube. Alors succube étant effectivement très biblique aussi, hein, les filles de Lilith qui se nourrissent de sexe et ainsi de suite, je suis complètement d'accord. Mais je pense que le terme de démon est ici à la fois bon et très mauvais. En fait, j'aime beaucoup que les démons dans ce monde-là, ce sont juste des créatures qui sont nommées démons, mais elles n'ont rien de biblique, elles n'ont rien de malsain, elles n'ont rien de négatif. C'est juste des créatures qui vivent et qui se nourrissent de ce qu'elles ont à se nourrir. Ici, c'est du sexe, parce que on le verra après. En fait, l'oracle, le démon dans la Bible, il ment, il trompe,
il fait en sorte que l'humain puisse se tromper et il fait en sorte de mettre l'humain dans une position où il peut pas s'en sortir. Là, en fait, le démon, il est très franc, et on va le voir avec l'oracle, il est très franc avec Roland de bout en bout. Et il lui dit, moi, je te dis juste la vérité, c'est toi qui fais ce que tu veux après, en fait. Et c'est un gros point, je crois, dans deux ou trois chapitres. C'est parti. Et donc, en parlant de vérité, le pistolero, par 2 fois, il lui demande « énonce ta prophétie ». Donc et c'est là en effet où on comprend que le démon essaye de le piéger parce que le démon lui réclame du sexe et il est prêt à céder, mais le souvenir de Jake qui était prêt de mourir à cause du démon la nuit dernière le raccroche à la raison. Ouais. Donc le démon réclame que Roland s'endorme et avant de sombrer dans un demi-sommeil, il observe le monde qui change dans un paragraphe bourré de concepts toursombraesques, je sais pas si vous voulez revenir dessus ou pas, en mode roue qui tourne et vent de changement. Oui, ouais, c'est droppé en mode vas-y go quoi. Et donc là, l'oracle nous fait une king, puisqu'il annonce la suite. 3, c'est le chiffre de ton destin. Et moi, j'avais noté que dans la nouvelle version, il ajoute qu'un autre nombre arrivera plus tard pour préparer le 19, qui n'était pas présent dans la V1. Du coup. Exactement. Plus tard viendra un autre chiffre. Le chiffre d'aujourd'hui est le 3. Voilà. Aujourd'hui, votre chiffre Nord-Fort d'honneur est 3. Plus tard, 19. Le numéro complémentaire, le 19. Rappelons l'importance de 19, elle vient de l'accident de King du 19 juin 1999. Et en fait, à ce moment-là, il l'a pas eu parce qu'il a eu l'accident qu'il a réécrit les 4 premiers tomes. Surtout le premier, il a un peu corrigé le 2, le 3, le 4. Mais c'est marrant parce que sans le 19, il y aurait pas de fin à la Tour Sombre. Elle serait différente. En fait, c'est même pas dit qu'il l'aurait écrite. Ouais, c'est vraiment pas dit qu'il l'aurait sorti, la fin. Là, c'est vraiment, il a eu son accident, il s'est dit, ok, en fait, il faut que je termine ce truc-là, et il a tout pendu en 2 ans, alors qu'il y avait pas touché depuis des années. Ouais. Et qu'en plus, King a ce truc un peu, j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire, parce que j'écris pour mon plaisir, et en fait, vu qu'il commençait à être vraiment harcelé par des milliers de lecteurs on veut la suite, on veut la fin, on le rappelle, hein, il recevait des lettres de personnes qui étaient dans le couloir de la mort, de vieilles personnes qui étaient dans leurs dernières années qu'ils savaient, de personnes qui étaient condamnées par diverses maladies, en mode, on veut la fin, ou juste tu me la racontes en répondant à mon courrier, et promis, je te jure, je le dirai à personne. Et en fait, plus on fait ça, et moins il va avoir envie de l'écrire, King. Et il aurait pas eu son accident, je pense qu'il l'aurait jamais terminé. Et donc, le démon, il détaille et il décrit en fait d'abord Eddie, avec Roland qui se dit « Mais je le connais pas, ce démon du nom d'héroïne qui aurait envahi ce jeune homme. » Et ça, c'est rigolo. Ouais, en fait, c'est marrant parce que de toutes les drogues qu'il y a nommées dans Concordance, je l'avais noté pour mescaline, en fait, le côté sucre est une drogue plus importante que le reste. En vrai, mais oui. Voilà, ce serait une grande découverte quand il arrive à New York. Ah, c'est incroyable quand il découvre le coca. Et vraiment, je le répète, c'est le seul truc du film que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. C'est Roland qui arrive à New York et qui découvre le sucre, qui découvre la télé, qui découvre tous ces trucs-là, quoi. À noter que dans Concordance, il précise qu'il y a une drogue qui permet de plus sentir mauvais de la bouche. Voilà. Donc ça veut dire que c'est cité à un moment donné dans le cycle. Je sais plus, je l'ai pas noté, mais je l'ai revu à un moment quand je cherchais les drogues dans Concordance. Ah, c'est rigolo. Il est tombé sur un rinçage de bouche. Et donc l'oracle lui répond qu'il y a d'autres mondes avec d'autres démons et lui dit de chercher les portes. Et là il y a un truc très fort chez King qui est que pour l'instant chez Roland, les monstres et les démons, ils sont externes, c'est des choses qui sont tangibles, des choses qui sont connues. Nous, dans notre monde à nous, t'y crois ou t'y crois pas, les croque-mitaines, les vampires, les loups-garous et tout, mais nous, les monstres et les démons chez nous, c'est des choses qui sont pas tangibles, c'est un peu des démons internes contre lesquels on se bat. C'est quelque chose qui est extrêmement présent chez King et où là, on a vraiment scindé en deux Roland, les monstres et les démons, les créatures physiques, Eddie, les monstres et les démons internes. Et en fait, ça rappelle... Je vais pas refaire un laïus sur Shining parce que c'est là où Kubrick s'est planté sur l'adaptation de Shining. En fait, il y a une citation de King qui définit pour moi toute son œuvre qui est « Les monstres existent, vraiment, les fantômes aussi, ils vivent en nous et parfois ils gagnent. » Il est vraiment en train de définir, lui, tout ce qu'il fait, c'est l'addiction est un démon comme l'oracle est un démon, en fait. Et j'ai adoré ce passage-là pour ça. Ouais, c'est très biblique encore, hein. Ancien Testament, Nouveau Testament. Hein. L'Ancien Testament, il y avait vraiment un enfer, un diable et des démons qui étaient physiques, qui étaient vraiment là pour nous tirer vers le bas. Alors que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas vraiment d'enfer, il n'y a pas vraiment de démons. C'est tout ce que le mal comporte en nous qu'on doit combattre à chaque instant, en fait. On passe de personnification à juste des concepts, à juste des métaphores, en fait. Ouais, complètement.
Oui, parce qu'il dit vraiment un démon l'a envahi, le nom de ce démon est héroïne. Ouais. Donc nous, on comprend évidemment que Roland, il comprend pas. Ouais, il est très ancien, Ancien Testament, Roland. C'est vrai, il est même très ancien. C'est pas étonnant. Et donc le deuxième que voit l'oracle, c'est « Elle vient sur des roues ». Et donc là, on fait donc référence à Susanna avec son fauteuil roulant. Ouais, à Odetta. À Odetta. Sans vouloir jouer le puriste. C'est ça, ouais. Oui. Susanna, c'est un peu plus tard. Oui, non, c'est vrai, t'as complètement raison. Et le troisième, c'est le fameux « La mort, mais pas pour toi ouais. », qui est un jeu de mots, parce que rappelons-le que mort, M-O-R-T, c'est morte aussi, c'est le nom de l'homme derrière la porte 3. Donc, c'est vraiment bizarre. Enfin, la première fois que j'ai lu, quand on passera au deuxième tome, le mec qui s'appelle Mort, tu fais... Ouais, c'est pas anodin chez King, parce qu'il utilise des mots en français, et c'est vraiment pas anodin. Ouais, mais vraiment, ça m'a fait vraiment bizarre. Sur celui-là, par rapport à la prophétie, c'était vraiment... Je sais pas à quel point c'est... encore une fois, on sait que King prépare pas forcément tout, et que là, c'était des nouvelles à l'époque, et plein de choses comme ça, mais je sais pas à quel point c'est vraiment de la grosse préparation, parce qu'on a déjà Odetta en fauteuil roulant, qui est fortement lié à Mort, qui est fortement lié au fait que ce soit le troisième. Et en vrai, je me dis, putain, c'est hallucinant. Tu vois, on a Suzanne qui était déjà préparée, le Chariotry, même s'il n'est pas nommé comme Chariotry, qui est déjà le fait qu'elle va mourir. Enfin, il y a plein de trucs, tu te dis, waouh, c'est vraiment un écrivain de talent là-dessus, de se dire, il écrit une nouvelle comme ça, il se dit, ok, j'ai tout le reste dans un coin différent, pas forcément pensé, mais des pistes forcément de tout ça, quoi. Et donc oui, pour moi, avec La mort, mais pas pour toi, il prépare 3 choses. En effet, pour nous, le mort, il est plus évident parce que on connaît le mot en français, et quand on le connaît pas en français, on l'a peut-être pas. Ça prépare aussi l'annonce des sacrifices nécessaires du cathète, et que lui ne fait pas partie de ce sacrifice-là. Et ça annonce aussi que, en fait, Roland, on l'a déjà dit, il a un côté où tant qu'il est coincé dans son cycle, il ne mourra pas. Il est éternel à chaque fois, et il va revenir à son point de départ jusqu'à ce qu'il réussisse sa quête, en fait. Ouais, complètement. Et moi, c'est marrant parce que La mort, mais pas pour toi, j'étais persuadée que c'était l'homme en noir qui lui disait. C'est vrai. Au moment du tirage de cartes, moi je voyais ça à ce moment-là. Et quand je l'ai eu là, j'ai fait, merde, en fait, c'est maintenant, c'est l'oracle. C'est l'oracle qui le dit. Il y a moyen que l'homme en noir lui en reparle. Hein. Peut-être. Non. Ah. Non, j'ai relu le passage. Okay. Enfin, j'ai fini le tome 1. Ok. Juste avant tout ça, en fait, je fais un point sur la succube et l'échange qu'il y a entre Roland et la succube, sur comment elle le tire un peu vers lui petit à petit, et lui essaie de la repousser et jusqu'à amener Roland dans un demi-sommeil pour avoir sa prophétie. Je trouve que l'échange est incroyablement triste pour l'oracle, de ce qu'elle vit à elle, en fait. En fait, il y a un côté... elle parle pas forcément de sexe pour le sexe, mais elle demande de l'amour, en fait, vraiment un amour réel. En fait, elle va puiser dans les souvenirs de Roland l'amour qu'il a pour Suzanne, pour essayer de s'incarner un peu plus. Elle est dans un monde, elle le dit, où il y a rien, il fait froid, c'est juste un désert. Elle cherche juste à se rappeler ce qu'est la chaleur humaine et l'amour humain, en fait. Et je trouve que c'est fort. Enfin, après, j'ai tout le passif d'avoir lu qui était derrière tout ça, et qui fait que c'est important. Mais ça rajoute un côté tragique. C'est ultra tragique, cette histoire, en fait. Et je me dis, putain, c'est juste une personne qui est piégée là pour Roland, qui est mis là en place pour Roland, j'insiste là-dessus, pour que lui puisse être piégé là-dessus. Et c'est incroyablement triste, son histoire à cet oracle-là. Et du coup, ce passage, il m'a fait vraiment mal au cœur. Alors, je pense qu'il faut détailler un peu, parce qu'on a dit qu'on spoilerait son... Oui, j'allais te demander si tu allais revenir dessus après, parce que... Oui, s'il te plaît. Moi, tu vois, je vous vois tous les deux réagir, et je me dis, mais je ne m'en souviens pas du tout. Alors, qui est derrière cet oracle ? Je pense que Zef, au moment où Zef le dit, ça me rappelle les choses que j'avais lues, mais je l'avais pas forcément à la lecture non plus. En fait, l'oracle, là, et c'est intéressant que je puisse vous le rappeler, parce qu'à la fin, j'aurai une théorie là-dessus. Enfin, une théorie, plein de choses à dire. L'oracle qui a derrière tout ça, c'est Mia. Oui. C'est Mia qui a été mise en place ici, qui est à Discordia, qui est un démon, pas un démon, une ancienne humaine qui a été détruite avec Discordia et qui est piégée comme un fantôme là-bas dans le néant, dans le froid et la souffrance, et il n'y a rien, tout est mort. Et en fait, au moment où elle est là-dedans, tu as un homme qui vient la voir et qui lui dit « Hey, je te propose de réaliser ton plus grand rêve, mais pour ça, tu dois faire quelque chose pour moi. » Et en fait, elle dit « Ok, son plus grand rêve, c'est d'avoir un enfant. » Et en fait, il va placer Mia sur le chemin de Roland, donc c'est l'homme en noir, pour qu'il puisse avoir du sexe avec elle, pour avoir sa prophétie. Ayant du sexe avec elle, elle va récolter son sperme. Et lorsque ils reviendront chercher Jack dans le second passage, où ils vont aller dans le nouveau cercle de pierre,
Mia va se réincarner ici encore en homme. C'est pour ça que je disais que je parle de l'oracle au féminin, mais on sait qu'elle peut prendre plusieurs formes. Elle sera les deux. Et lorsqu'elle va avoir une relation sexuelle plus ou moins forcée avec Odetta à ce moment-là, elle va réinjecter le sperme de Roland dedans pour faire naître Mordred. Oui, c'est à ce moment-là qu'elle récupère le sperme. Et c'est exactement ça, en fait. Là. Et du coup, ça rend du coup l'histoire de Mia encore plus triste parce on la trique du début à la fin en mode t'es manipulé, tu sers à rien, meuf, en fait. Et c'est, voilà, ça la rend... ça me fait mal au cœur pour elle. Oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était à ce moment-là qu'il récupère le sperme, mais ça me revient. Mais le côté de Mia, je pense que ça m'est un peu passé au-dessus aussi à mes lectures, ce côté de Mia qui est enfermée à Discordia, condamnée machin. C'est triste, ça. Alors, le passage, on reviendra un jour, mais l'échange entre Susanna et Mia qui lui explique qui elle est, putain, il est déchirant, quoi. Voilà. Oui, et c'est toujours ce côté de... tout n'est pas rien n'est manichéen chez King, en fait. Elle c'est juste quelqu'un de malheureux qui veut faire ce qu'elle voulait faire. Enfin, c'est un outil qui est manipulé par l'homme en noir pour se placer sur le chemin de Roland. Elle en elle-même. Ouais. Et, on a tous un but dans la vie, et chacun et parfois il vient croiser le but de quelqu'un et faire en sorte que ça rentre en conflit. C'est juste ça, en fait. Et Mia, elle a juste son envie à elle, quoi. Ok, merci pour ce plaisir. Ce passage sur l'oracle. Oracle qui annonce aussi que bientôt le pistolero il parlera de la tour avec l'homme en noir et que Jake est sa porte vers l'homme en noir, qui lui-même est la porte vers les trois, qui eux-mêmes sont la voie vers la tour sombre et pas juste la tour pour une fois, elle cite bien la tour sombre. Ouais, ça suffit les temps. Et on sait aussi que Jake peut être épargné, mais l'oracle ne dit pas comment. Alors... Roland, c'est un gros connard dans la façon dont il parle à Mia, déjà. Ça fait pas des masses. C'est pas comme ça qu'on parle à un démon. Oui, mais pour le coup, lui, il le sait pas. Ouais, je sais, non. C'est juste la façon dont il lui parle. Il y a un côté très condescendant, mais je sais pas comment excuser ce passage-là pour lui, mais c'est un peu... pour lui, c'est que ça, en fait, c'est une succube. Donc c'est ça qui est... On n'a pas besoin d'excuser le passage, c'est vraiment un con. Non, mais j'essaie d'excuser Roland parce que je l'aime bien. Non. Moi, je trouve je trouve pas qu'il y ait besoin... Quand on n'a pas le contexte, quand on sait pas qui est Mia, il n'y a pas besoin d'excuses. Il essaye de se servir d'un oracle qui, pour lui, est un démon. Donc, pour lui, c'est une forme de vie qu'il faut pas... qui ne mérite que de prendre des coups de pied dans la gueule, quoi. Et putain, même son passage, il est fou quand il dit « Comment devrais-je t'appeler, Catin stellaire, pute des vents ?» Et il en est qui vivent de l'amour qui passe par ses lieux ancestraux. Même en s'étant triste et malfaisant, il en est d'autres pistoleros qui vivent du sang. Putain, vraiment, elle lui remet dans la gueule en mode mec, moi je vis de l'amour des gens, toi tu vis du sang des autres, quoi. S'il te plaît, on va se calmer. Comment ça se passe? Alors attends, elle vit de l'amour des gens, mais le pistolero nous a quand même dit juste avant que si Jake était resté là un peu plus longtemps, il serait mort ou fou. Il y a des conséquences à tout, d'accord. Voilà. Il était un peu trop jeune pour ce qu'elle voulait récolter, a priori. Et parfois même, à ce que je vois, du sang des jeunes garçons, tu vois, elle a vraiment un petit pic dans le cœur, là, en mode, alors, comment ça se passe, mon gars? Surtout qu'elle est en mode, non, mais je peux pas tout te dire, le miroir ne dévoile pas tout, et puis elle a fait, mais le garçon... elle lui dit que ce sera sacré, elle le sait. Et effectivement, c'est là où s'il demande si elle peut être épargnée, il dit oui, si, comment? Et gros truc, quoi. C'est assez pistolero, lève le camp, retour au nord-ouest, à l'opposé du sud-est où est la tour, donc par rapport où tu veux aller. On est quand même là, quoi. Au nord-ouest, on a encore besoin d'hommes qui vivent par les balles. Grosso modo, retourne tuer des gens là-bas, comme tu sais le faire, et laisse les gens tranquilles. Et je trouve ça assez fort, parce que je reviens à ce que je disais, elle ne lui ment pas. Elle lui dit absolument toute la vérité sur qui il va croiser, les trois portes, mort, même ça, elle lui dit la vérité, la tour sombre, les trois qui sont la voie vers la tour sombre, et tu peux tout arrêter si tu t'arrêtes maintenant. Mais non! Il a prêté serment. Bien sûr que non. Mais non, il a prêté serment, effectivement. Tu es damné. Et dans la conversation, l'oracle dit aussi « Marten n'est plus, l'homme en noir a dévoré son âme ». Ce qui est intéressant parce que parce que c'est les mêmes, mais ça sous-entend un peu que l'homme en noir est presque la version Pokémon évoluée de Marten, quoi. Alors en fait, c'est la même personne depuis le début. C'est juste que je crois c'est pas une erreur de King, mais c'est un rattrapage de King sur la V2, me semble-t-il. Alors je sais plus où je l'ai lu, je crois dans la Concordance ou ailleurs, qui expliquait que Walter Odim, en fait, il avait nommé avant de faire l'homme en noir, où il y avait un truc du genre, et du coup, Martin, il l'a transformé en disant qu'il l'avait avalé en mode
c'est la même personne depuis le début, quoi. Oui, ça on le sait. Donc c'est une de ses incarnations, effectivement. Que c'est la même, mais du coup de ce côté où vraiment pour moi il a évolué comme un papillon qui sort de son cocon, tu vois, ou un Pokémon qui évolue. J'insiste sur cette image. L'homme en noir, c'est un Pokémon qui évolue. Et donc, alors que tout cet échange est finalement un accouplement assez douloureux, il réussit à repousser le démon avide qui lui en demande plus, et il parvient à tituber jusqu'à la sortie du cercle où il se sent immédiatement soulagé d'un poids. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu triste parce qu'une fois de plus, il laisse derrière lui un démon qui va attendre d'avoir un nouvel humain ou autre chose à prendre dans son piège et entre ses filets, en fait. On sent bien qu'il doit pas y avoir grand chose qui passe dans le coin. Là, sur ce parti-là, en fait, il y a au point d'orgue de leur accouplement des visages se présentèrent à lui d'eux-mêmes. Donc Sylvia Piston, pour qui il avait eu une attirance sexuelle, Alice, donc la femme de Tulle, Ali, c'est la même, et Suzanne et une douzaine d'autres. Sachant que dans la V1, il cite aussi Aileen, A-I-L-E-E-N, qui n'est plus citée ici parce que, concordance page 23, c'est à la base la seconde femme la plus importante et intime après Suzanne, pour Roland. C'est une femme qu'il a rencontrée à Gilead après son retour de Mérys. C'était la belle, je cite, la belle Aileen aux yeux brillants. Dans la V2, elle est juste sa compagne de danse, on la voit un peu plus tard, et elle n'est plus sa bien-aimée. Elle devient juste la personne que ses parents à Roland voudraient voir épouser. Mais en fait, dans la V1, il a vraiment eu une romance avec elle. Ouais. Même le prénom me disait même rien du tout. Elle doit vraiment avoir diminué très fort en importance. Elle est juste citée là. Elle est juste citée en V1 dans le truc. Je ne peux pas vous retrouver le passage, mais effectivement, le passage montre qu'ils dansent ensemble et qu'ils sont amoureux et ils restent. Mais voilà, c'est juste ça en fait. Et donc, du coup, après Suzanne et son barbecue, il s'est vite retrouvé une autre nana et se disant ouais, Aileen, elle est bien. On dirait Roméo, quoi. Non. Roméo qui change d'amour tous les 4 matins et qui se tue pour une autre. Non, il a juste un coup de foudre pour Juliette. Mais il a eu un coup de foudre juste avant, Roméo. Faut arrêter avec ça. Alors, en fait, Aileen, ils en parlent juste après. Oui, c'est là où elle danse. Elle est mentionnée juste après. Elle est montrée, c'est après. Exactement, c'est là où elle danse et elle est juste la personne avec qui il danse. Et donc, alors qu'il ne sait pas s'il en a appris assez, mais en tout cas, il sait qu'il n'a pas réussi à en tenir plus, il s'éloigne donc du cercle. Et ce passage-là se termine par l'espace d'un instant, il se sentit tout petit devant tous ses possibles temporels. Et là, tu fais oulala, toutes les timelines qui s'ouvrent devant toi, mon coco, si tu savais. Multivers. Oui, vraiment ce côté où tu peux tout arrêter. Si tu t'arrêtes maintenant, quoi, tu peux tout changer et de se dire que chaque décision a une importance folle dans la suite du cheminement et va l'emmener vers un nouveau chemin à chaque fois, quoi. Bien sûr. Donc il est rentré au camp et alors qu'il est en train de grignoter, enfin non. Lui, il rentre au camp. Et Jake, alors qu'il est en train de grignoter, il voit Roland revenir et il se précipite vers lui, tel un enfant vers son papa, avec une détresse qui fait sentir à Roland le poids et la laideur de la trahison imminente. Parce que là, il n'y a plus de doute avec ce que lui a dit l'oracle. Il est obligé de sacrifier Jake s'il veut continuer. Ouais. Ça, c'est intéressant. Le fait de la prophétie et des oracles, il est obligé de le faire. Qu'est-ce qu'une prophétie fait qu'une prophétie? C'est qu'en fait, elle n'est pas réalisée. Ouais. Tant qu'elle est paralysée, ça reste une prophétie. Ouais. Et ça, c'est intéressant comme point d'orgue de. Évidemment qu'il va la réaliser. Oui, il va le faire, mais c'est dans tous les concepts de prophétie, dans Game of Thrones, dans Seigneur des Anneaux, tout ce que tu veux. Tant que c'est prophétique, on a l'impression de devoir suivre ce chemin pour la réalisation, mais rien ne dit que c'est fait en fait. C'est juste un faux semblant, une forme de rideau de fumée qu'on se met devant nous pour dire je ne sais pas trop où je vais, mais c'est la prophétie. Et je trouve ça fort. C'est là la prophétie autoréalisatrice au final. C'est à partir du moment où elle est énoncée, tu la connais, donc t'es obligé, tu te sens poussé vers elle. Moi, j'ai une prophétie pour vous, c'est la 19e palabre va étudier 100% du cycle de la Tour Sombre. On ira jusqu'au bout. Il y a un cycle où on y arrive. Oui, il y a un cycle et on arrive. Pardon, un monde où on y arrive. Oui, et donc là on est quand même au niveau 0 de la subtilité, parce que là il n'y a plus de doute. Et donc pendant qu'il tente de récupérer de la descente de drogue, il se dit qu'il va tout lui raconter et lui parler d'Andine, mais il refuse finalement d'autant se livrer, je cite, d'ouvrir sur commande son cœur et son âme à un enfant. Et là on est en train de revenir progressivement de Jake qui n'est plus que le garçon. Et on est en train de préparer un peu le méga switch qu'il va y avoir quelques pages plus tard entre Jake et le garçon, justement. Tout ça, c'est de la joue V2, le dancing bien évidemment, mais
ouvrir son cœur et son âme sur commande à un enfant, l'idée même était insensée, c'est la V2, c'est pas dans la V1. Oui. Ce passage précisément. Et pour revenir sur Dandin, concordance précise que c'est du haut-parlé et que cette expression a de nombreux sens, mais le plus répandu tout au long du cycle est ouvrir son cœur et son esprit. Elle est utilisée quand on attend un conseil de son chef ou que l'on est prêt à recevoir un ordre, et elle est utilisée aussi comme un nom parce qu'elle désigne un petit chef. Ouais. Et en fait, elle met en avant l'implication de Katet, du coup, de lien entre les gens. De hiérarchie aussi. Hein. Ouais, de hiérarchie. Et je pense que du coup, il la rejette parce qu'il refuse de faire un katat avec Jack, sachant que c'est juste une brebis qui l'amène quelque part. Bah ouais. Petite théorie là-dessus, rapide, c'est ma première. En fait, je supposais que du coup que chaque cycle était de plus en plus dur pour Jack. Ils sont tous durs pour lui. Pour Roland de sacrifier Jake, parce qu'effectivement, il s'attache de plus en plus à lui. Et je pense que le poids de la trahison est de plus en plus dur à porter pour Roland, au point même où je me suis demandé, je ne vais pas vous livrer toute ma réflexion, elle a été assez longue là-dessus, est-ce que la première fois, est-ce qu'il a vraiment sacrifié Jake ou pas ? Et en fait, j'en arrive à un truc perso de me dire, oui, il l'a sacrifié parce qu'il s'en battait les couilles, parce que c'était vraiment le Roland V1 du pistolero, quoi. Non, il le fait pas parce que il s'attache à Jack malgré lui et que le poids de la trahison est plus dur. Mais je pense qu'il le sacrifie quoi qu'il arrive. Je pense aussi qu'il le sacrifie quoi qu'il arrive. Et cette théorie, elle va aussi dans le sens que, je sais plus si on l'a dit ici, mais on en avait parlé dans Le Roi Steven, que les membres de son catet, quand ils arrivent dans l'entre-deux-mondes, ils s'habituent quand même assez vite, ils deviennent des pistoleros assez vite, ils apprennent à tirer assez vite, et en fait, c'est une réminiscence de leur cycle précédent, où on peut imaginer que dès leur premier cycle, Eddie, c'est un boulet 8 milliards au lieu d'être juste un boulet 8000 et qui mettent tous un temps fou à s'adapter à ce monde-là et aux codes et aux armes, etc. Et que là, c'est assez rapide parce que le cycle de la tour sombre, ça s'étend que juste... Si on saute, si on oublie là le bond dans le temps qu'il fait dans le pistolero, il se passe 1 an, grosso modo, entre le moment où il réunit le catet et le moment où il arrive à la tour. Et en 1 an, il se passe beaucoup de choses et ils prennent des skills quand même et de l'XP très très vite. Ouais. Et ça, c'est des réminiscences des cycles précédents où ils ont encore quelque part de codé dans leur ADN le fait qu'ils deviennent des pistoleros. Et donc ça, c'est logique aussi que tout ce qui était triste est toujours triste, de plus en plus triste à chaque fois, que le poids de la trahison est de plus en plus lourd à chaque fois. Moi, j'adhère complètement. Ouais. Et donc le lendemain, ils vont grimper les montagnes, mais avant ça, Roland, Vas-y, pardon. T'as dit roupiller un coup ? Oui, il roupille un bon coup sans comprendre ce que veut dire roupiller ni un bon coup. Ça, c'est vraiment rigolo. Et quand il se réveille, il dit à Jake de rallumer le feu, ce qu'il fait en murmurant une petite chansonnette qu'il a sûrement entendue du pistolero. Donc ça, c'est le pistolero qui se dit ça. Et moi, je me dis, c'est pas sûr qu'il l'ait entendu de sa part, parce que la dernière fois, Jake, il a réussi à le surprendre en prononçant un oui là. Et je pense que Jake, soit il a des réminiscences de ses cycles précédents, où il a des chansons, des expressions qui viennent, ou soit en fait il a, lui, une des aptitudes que développe Jake, c'est de réussir à percevoir des choses. C'est pas tout à fait le Shining, mais ça ressemble au Shining. C'est un de ses pouvoirs qu'il développe quand il est dans l'autre monde, de percevoir des choses, et potentiellement c'est un truc qu'il a perçu, qu'il a presque absorbé, c'est presque un aimant pour ce genre de choses, et qui ressort comme ça, quoi. Je sais pas, pour le coup, celle-là, j'aurais bien aimé la voir en VO, parce que peut-être qu'à nous, elle nous dit rien, cette comptine, mais peut-être qu'en VO, c'est un truc qu'on reconnaîtrait. Non, cette chanson-là, Roland, il l'a dit au début, dans le chapitre 1, quand il allume la première fois le feu. Mais Jake est déjà là ou pas ? Non, mais voilà. Ils ont passé déjà des semaines ensemble. Et d'un feu, il l'allume tous les soirs. En fait, il le dit après, il a dû l'entendre et il répète mes paroles. En fait, ce passage-là, à mon sens, il est plus fait pour faire accabler un peu plus Roland sur le sacrifice. Ah bah oui. Et en fait, il dit pas surpris le moins du monde de constater qu'il avait la chair de poule et qu'il tremblait des pieds à la tête comme un chat mouillé. Déjà, parce qu'il l'entend. Il m'a entendu, il répète des mots que je ne me rappelle même pas avoir prononcés et je vais le trahir. Ah, Roland, es-tu prêt à trahir une créature de bonne aloi dans un monde si triste et si dénaturé? N'existe-t-il rien qui puisse le justifier? Et en fait, tout ça, je crois que tout ça, c'est de l'ajout V1, V2, je me semble. Et ce truc de créature de bonne aloi dans un monde si triste et si dénaturé, ça recolle à ce qu'on s'est dit quand il rencontre Jake, où il fait que de dire ce garçon il est beau machin. C'est parce que ça appuie le fait que c'est pas un mutant, que c'est un gamin sain dans un monde où plus rien n'est sain en fait. Et là ça nous reconfirme vraiment ce truc de il est vaillant et il est pas malade, contrairement à quasiment tous les autres qu'il a croisés jusqu'ici, quoi.
Ouais. Et effectivement, tout ce passage la joue V2, vraiment pour accabler un peu plus le sacrifice, quoi. Et donc, Maxi fonce dalle, Roland il chasse 3 lapins en uniquement attendant que les lapins passent devant lui. Debout, immobile. Tu vois, vraiment, c'est vraiment le chasseur. Il se fond dans le décor. C'est tellement drôle. Je suis un arbre. Et donc, il prépare des tiges qui pourront faire des cordes, peut-être utiles plus tard pour grimper, même s'il sent que le cas est en sa faveur, et les voilà partis pour une session d'escalade avec un Jake qui s'est quand même bien endurci d'après le pistolero. Et je me demande, est-ce que du coup, là, le pistolero, il est quand même particulièrement tendre avec Jake, il l'est de façon un peu hypocrite parce qu'il sait qu'il va le tuer, quoi. Ouais, il se met encore à lui-même, quoi. Ouais. Il est vraiment sur le... Je suis pas encore... C'est pas encore le moment, autant faire durer le plaisir. C'est pas maintenant que je vais le sacrifier. Même dans le passage après, c'est encore vachement plus ironique d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'il se mente à lui-même. Je pense qu'il se dit, je vais le ménager en fait. Oui, il y a ce côté... Alors, mais il profite de la situation aussi, en fait, il en prend plaisir, tu vois. Oui, mais me dire, en fait, moi je sais que c'est ses dernières heures, lui il le sait pas, donc je vais faire en sorte, je vais lui faire son repas préféré, on va chasser 3 lapins, je vais lui faire une petite cordelette, machin, tu vois. Même pas, parce que t'as un passage juste à ce moment-là aussi, où pendant que Jake prépare le feu, Roland va sourire sur ce que Jake est en train de préparer, sans le montrer à Jake, donc tu vois, c'est aussi pour lui, c'est lui aussi qui ressent des choses qu'il n'a pas l'habitude, et ça continue à l'écraser, à lui faire du mal, c'est toute cette séquence, c'est de la destruction du moral de Roland avant d'arriver à l'homme en noir. Hein. Ouais, je vois Roland vraiment plus méchant et plus froid qu'on veut nous le montrer. T'as même la petite blague du Jack qui regarde tout autour de lui, qui dit « Tout est tellement vieux ici, n'y a-t-il rien de jeune dans ce monde ?» Et Roland qui le regarde, qui lui sourit, dit « Si, toi. » Vraiment, attends... Ouais. Il n'a pas envie de le ken, mais presque, tu vois. Non, je me désolidarise complètement de ses propos. Mais effectivement, c'est fait pour avoir encore un peu plus de lien entre les deux et sur ce sacrifice. Ah ouais, moi je vois vraiment juste le côté archi hypocrite de « Mais tu vas le tuer. Arrête, tu vas le tuer, tu le sais, donc n'en fais pas des caisses comme ça, quoi. » Donc les journées sont plus courtes, vu qu'ils prennent de l'altitude, et le début de la grimpette rocheuse est assez facile. Et comme quoi, avec du recul, tout paraît moins dur, parce que le pistolero, une fois le cul au frais, il observe de haut le désert qui a failli l'assassiner. Le choix du mot est intéressant. Et il se dit que en fait, c'était pas si difficile que ça. Ils ne voient pas ce qui se passe derrière la montagne, mais ils entendent de plus en plus près l'orage qui a l'air de ne jamais s'arrêter. Alors qu'ils sont sur le surplomb d'une saillie rocheuse pour passer la nuit, le pistolero lui dit de ne pas bouger dans son sommeil, sinon il se réveillera en enfer. Ce qui est une petite blagoune pour dire que sinon il va mourir. Sauf que Jack, ça le fait pas rire parce que ça lui remonte un maxi trauma de sa mère qui lui dit qu'il dort comme un mort et que de se rappeler de sa mère et de se rappeler d'un jeu de mots sur sa propre mort, en fait, Jake, il est vraiment mort. Donc et là, il y a toute une phase assez intéressante où il reprend un peu ses esprits entre guillemets entre le garçon qu'il est là et le garçon qu'il était avant, où il commence à demander pourquoi il est là et pourquoi il se souvient pas d'avant. Ouais. J'aime bien, moi j'avais noté je dors comme un mort et j'avais noté putain le gamin il a tout du sacrifice quoi. Même sa mère elle est prêt. Il est prêt. C'est terrible. Et donc à toutes les questions qui se posent, le pistolero il lui répond que c'est à cause de l'homme noir et de la tour qui se trouve à une sorte de nœud de puissance, une liaison dans le temps. Et on dit que le temps a changé, mais Roland trouve qu'il change plus vite en ce moment, qu'il ramollit. Et donc, question, le temps qui ramollit, de quoi c'est signe ? Est-ce que c'est le signe qu'il se rapproche ? Est-ce que c'est le signe de son cycle qu'il a repris il y a quand même assez peu de temps, donc que les choses continuent à se remettre en place dans sa tête ? Ou est-ce que c'est le bond dans le temps qui va bientôt faire, qui commence à sentir arriver ? C'est le temps ramolli parce qu'on lit l'histoire qui de fait est plus lente pour les personnages. Donc ils ressentent cette lenteur. Oui, d'accord. Il faut filer cette théorie, je suis d'accord. Mais sinon... Je suis désolé. Hein. Non, parce que, en fait, on sait que plus on s'approche de la tour sombre, plus le temps va vite. Oui, mais plus le temps se ralentit, voire se distord et va partir à rebours même quand ils vont s'en rapprocher. Je suis pas complètement d'accord sur le fait de dire que c'est le temps qui va à rebours. C'est comme un centre magnétique. Quand tu vas au pôle magnétique, c'est la boussole qui déconne. Ça veut juste dire que tu es au centre magnétique. Ça veut pas dire que tu bouges. Donc c'est plus dans ce sens-là pour moi. C'est qu'elle est au centre du temps lui-même en fait. Et du coup,
être au nord ou au sud, comme tu es sur un pôle magnétique, n'a plus de Ça a plus de sens. sens. Et là, c'est pareil. Mais du coup, le temps qui ramollit, pour moi, c'est vraiment... On est de plus en plus dans cette histoire. C'est le 3e chapitre qu'on lit. Roland, pour lui, tout est passé très vite parce que c'est une phrase de dire 12 ans à passer. Et là, on détaille de plus en plus son temps. Et du coup, pour lui, il a l'impression que tout se passe au ralenti, en fait. 12 ans qui a passé, on y reviendra après. Vraiment, juste le passage après. Moi, j'avais relevé que 12 ans, c'est parce il commence à parler qu'il vient d'un endroit de la Bible qui s'appelle la Nouvelle Canaan, qui est quand même très proche de Canaan. Que lui, il est le dernier des siens, que c'était beau, et qu'une fois n'est pas coutume, donc, du coup, il devient nostalgique de son chez lui. Il raconte qu'il est parti de là-bas au moment où il s'est mis en chasse de l'homme noir, et que déjà à l'époque, son chez lui commençait à tomber en ruine, à se décomposer, à être envahi par les longs mutants. Et en fait, dans la V1, il dit ne pas avoir vu New Canaan depuis 12 ans, et dans la V2, il dit depuis une durée inconnue. Je crois que c'est dans celui-ci où il dit 12 ans, parce que j'avais calculé du coup qu'on avait un pistolero qui avait moins de 30 ans, parce qu'il part de Gilead en chasse de l'homme en noir à 16 ans. Ah. Et du coup, ça fait 12 ans. Donc il aurait 28 ans. Ouais. Ok. Peu ou prou. Et donc dans la V1, il dit depuis unknown years, donc... Ouais, à confirmer, mais il me semble bien que c'est ça. Je peux checker très J'essaie de trouver, mais je vois c'est je dans vois le pas. passage 8. Tuk-tuk. Dans la V1, il n'y a pas de passage 8. Ah ouais, c'est pas... Ah, les longs mutants, ils sont pas machin, numérotés. truc, la vapeur chaude, géant... One eternity later. C'est après le passage avec Moïse, là? Ah si, je l'ai. Il y avait bien des années qu'il ne l'avait revu, des années d'inconnu. Bah voilà. Ah, et c'est ouais, dans voilà. la V1, c'est bien ça, qui dit que dans la V1, il dit 12 ans. C'est page 180 sur l'e-book, alors après chez vous. Ah, attends. 171, je pense. Sur cette version, C'est juste après Aileen. Ouais, je dirais qu'il doit, à vue de nez, il doit rester 2-3 pages avant la fin de la partie 8 quand c'est mentionné. ah oui, en plus je l'ai surligné sur la V2, je suis con. Mais du coup, non, effectivement, sur la V1, c'est 12 ans. 12 Ouais. ans s'est écoulé depuis que le pistolero est... Oui, donc du coup, on est dans la V2, il essaye Nous, on de sait casser l'âge, qu'on puisse pas calculer l'âge. Oui, et de c'est casser moche. la notion de temps, tu vois. On n'arrive plus rien à dater parce que le temps commence à dérailler un petit peu. Ouais, complètement. Ou en tout cas, la perception du temps. Le temps en lui-même, peut-être pas, Ouais. mais au moins la perception. Il y travaille depuis le début du bouquin. Chez Brown, il savait pas depuis Ouais. combien de temps, Ouais. quand est-ce qu'il avait croisé des gens, enfin, tous ces trucs. Entre le fait qu'il ait l'air d'avoir personne, donc les jours se ressemblent tous et le temps a l'air de passer différemment. Ça se trouve, c'est juste une impression. Oui. Il y a tellement de personnes qui se promènent dans l'entre-deux-mondes que le temps paraît plus long. Ouais. Alors, en fait, c'est le même. Et donc, on apprend qu'il y a eu une révolution, qu'ils ont gagné chaque bataille, mais pas la guerre, et que seuls les pillards qui ont récupéré les richesses ont peut-être gagné cette guerre. Et là, on parle de quelle guerre exactement? Jericho Hill. Ouais, on est d'accord. Enfin, c'est la bataille qui finit, c'est la bataille La finale. fameuse, Mais c'est tout ça. qu'on n'aura jamais, mais qui existe en comics. Enfin, c'est la guerre qu'ils n'ont pas gagnée, quoi. Effectivement. Ouais. Donc ils ne sont plus que 3 de ce monde, lui, l'homme en noir et la tour sombre. Alors, et là, Roland, il se trompe. Déjà, avant, il y en avait 2 autres. Il y avait aussi Sheb et Sylvia Pittston, mais ils sont morts tous les 2 à Tulle. Et lui, il sait pas encore qu'il reste Shimi. Ils sont encore 4 de ce monde-là. Ouais, effectivement. Parce qu'à la toute fin, il voit Et Shimi. il ne le Et sait non. pas. Et non. Et c'est là où, au tome 7, il faut avoir une bonne mémoire de ce qui s'est passé au tome 4, parce que Shimi revient. Et effectivement, Ce on plaisir. cite Aileen, donc lui qui est ici en V2, et il cite la polkam, qui est une danse plus rapide et plus légère que la valse, qu'il danse avec Aileen dans le grand hall. Voilà, c'est en concordance, c'est pour ça que je le cite. Ok, d'accord. Et Roland, il dort bien, même si sans l'heure du sacrifice approcher, il dort bien parce qu'il sait que c'était prédestiné. Et donc, en fait, il s'en sort avec sa conscience comme ça, en se rangeant du côté, en effet, de la prophétie, en disant, bah, on m'a dit qu'il fallait le faire, donc je le ferai. En évoquant le problème Jake. Ah là là, c'est terrible. Il le dit comme ça, hein. Il n'y avait pas d'autre solution au problème Jake que celle offerte par l'oracle, et faire machine arrière, ce qui était tout bonnement impossible. Donc il se rappelle encore le fait de se dire... Ah, je pourrais le sauver, ce gamin. Ouais, Non. Et pour autant, il y a une vraie progression dans la façon dont il commence à se détacher de Jake. Dès qu'il sort du cercle de l'oracle, il essaye de s'en détacher, et là, clairement, il continue à essayer de s'en détacher, quoi. Il a fait son Il n'y choix. arrive Non, pas. il n'y arrive pas. Mais il n'y Ouais. arrive pas. Donc il continue de grimper vers un étroit V formé par le passage dans la montagne, et plus il monte, plus c'est sinistre. Ils sont là où était l'homme en noir quand ils l'ont aperçu en sortant du relais, là où précisément où l'homme en noir a fait un aller-retour en arrière pour donner à Callan son petit kit d'accueil dans l'entre-deux-mondes. Ouais.
Et donc Jake est bien utile puisqu'avec sa petite taille et son agilité, il permet d'atteindre des endroits et de mettre des cordes là où le pistolero ne peut pas. Et là, c'est terrible parce qu'on réduit Jake à son utilité à ce moment-là. Et on est vraiment en train de switcher parce que on voit Jake comme le pistolero le voit au final pendant tout ce tome-là. Et là, on nous dit, ah bah oui, heureusement qu'il est là parce que comme ça, je peux grimper, quoi. Ouais. Quelle ironie! D'ailleurs, c'est encore plus fort sur le passage après parce qu'il a peur que Jake se pose des questions, lui pose des questions. Et il est un peu content qu'il ne le fasse pas, en fait. Il est en mode, ok, il se prépare psychologiquement à se dire, bon, en fait, c'est plus simple s'il me pose pas de questions. Ouais, parce que s'il lui posait la question, c'est même pas sûr qu'il lui mentirait. Donc peut-être que ça l'empêcherait aussi d'arriver, de l'amener jusqu'au sacrifice. Je crois que là, il y a un changement V1, V2 qu'il y avait en V1 qui a plus en V2, c'est la mâchoire. Je crois que la mâchoire, dans la V2, il la laisse quand ils partent dans l'herbe. Ouais. Et dans la V1, elle y est encore ici, elle est encore citée. Ah, il l'a encore sur lui. Il en récupérera une autre après. Okay. Et donc il fait de plus en plus froid et humide, l'oxygène de plus en plus rare et saturé, et à ce moment-là, ils trouvent une trace de pas de l'homme en noir, et ils dorment tous les deux avec leur cauchemar. Une semaine après avoir vu la fameuse empreinte, ils se retrouvent nez à nez avec l'homme en noir, et à ce moment, je cite, « Le pistolero eut le sentiment d'embrasser tout ce qui impliquait la tour elle-même, car cet instant lui parut s'étendre à l'infini. » Et à ce côté, la tour est infinie, et donc le temps dans la tour est infini. Bien sûr. Ils ont suivi une rivière, et en fait, ils ont senti qu'ils se rapprochaient de plus en plus, Roland luttant contre la même impatience que celle quand il est arrivé au relais. Alors, je note le point Lovecraft des montagnes cyclopéennes, voilà. Ah purée, vous les avez tous ces points Lovecraft, t'es bien joué. Ah bah ça c'est gros. Il y a du vocabulaire, c'est du vocabulaire d'habitué. Oui, parce que moi j'ai vite abandonné. J'ai lu pas mal de bouquins, mais j'ai vite abandonné les lectures parce que j'arrivais pas. Et du coup, j'ai lu toutes les adaptations en manga par Gutanabe, mais c'est plus tout à... vu que c'est plus des descriptions, c'est plus la même chose. Il y a un peu moins, voilà, on les voit, on n'a pas le vocabulaire. Ah, clairement. Vocabulaire de l'indicible. Oui, c'est vrai. Indicible, je l'aurais peut-être eu. C'est mieux, je l'aurai maintenant, je retire ma leçon. Et en fait, à ce moment-là, Jake, il comprend tout seul comme un grand que Roland, il va le tuer, et il se met à le supplier de faire demi-tour, ce qu'évidemment le pistolero refuse de faire, et il réussit quand même à le convaincre de continuer en lui proférant 2 mensonges, et il a conscience que ces 2 mensonges, c'est « ça va aller, et je veille sur toi ». Le deuxième, c'est encore pire. C'est horrible. C'est horrible. Je suis pas sûr que là, c'est pas un peu l'instinct de Jake et donc le Shining qui se déclenche un peu chez lui sur le fait que, il arrive à sentir que quelque chose se passe pas bien ou que dans l'esprit de Roland, quelque chose ne se passe pas bien. Et du coup, il arrive un peu à capter ce que Roland doit gamberger depuis quelques jours déjà de qu'est-ce qui va se passer pour que je le sacrifie. Et je pense que Jake doit le sentir ici en disant, ok, je ressens que ça se passe pas bien, faisons demi-tour s'il te plaît. Oui, et ça se trouve que dans les cycles précédents, Jake ne sent pas qu'il va être sacrifié parce que là, il a ce qu'on qualifie là de Shining, on peut en débattre des heures de ce qu'est le Shining ou pas, mais en tout cas, cette perception qu'il est capable d'avoir quand il est dans l'entre-deux-mondes, il l'a quand même très rapidement après son arrivée dans l'entre-deux-mondes, et peut-être qu'il l'avait pas aussi rapidement au cycle d'avant. Ouais, et rajout V2 ultra important, je trouve assez intéressant ici et qui valide un peu ma théorie de Jack qui utilise le Shining malgré lui. C'est ce passage où il dit « Vous allez me tuer, lui, il m'a tué la première fois et cette fois, c'est vous qui allez me tuer, point. Et je crois que vous le savez, point. » Et ce passage de « Et je crois que vous le savez » a été rajouté en V2. Et du coup, je pense que c'est vraiment pour faire effet de je sais que vous le savez parce que je sais quelque chose, enfin j'ai l'impression que vous le savez, et donc il lit un peu en Roland ce qui va se passer. Alors si on veut pousser, vas-y. Est-ce que ce n'est pas le Shining, mais les réminiscences du fait qu'ils avaient appartenu au même cathète, l'un ou l'autre, et le fait qu'ils arrivaient à se parler comme ça. En même temps, Jack il est habitué à mourir, faut arrêter. Mais voilà, enfin ouais, c'est très possible. En vrai, je l'ai noté des deux façons. Shining ou instinct ou réminiscence de Jack qui sait que ça va se passer malgré lui. Jake, à chaque cycle, il meurt 3 fois. C'est hardcore quand même. Ouais. À chaque fois qu'on lit la tour sombre, on le fait mourir 3 fois. C'est vrai. À nous 3, là, il meurt 9 fois. Hein. 9 fois. Et encore, moi, je l'ai déjà lu 2 fois. Toi, Zef, tu l'as lu 1 fois. Grand Poil, tu l'as lu 2 fois aussi. C'est fini. Ouais, 2-3 fois, hein, les passages quasiment tout là là. Sadique. Ouais, complètement.
Et donc, tel un prophète de l'apocalypse, l'homme en noir, il se tient là au-dessus d'eux, en robe à capuche, un orage au-dessus de la tête, un bâton dans une main et l'autre main tendue vers eux. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que pour moi, Moi, je l'imagine en train de leur faire. Oui, moi, j'ai vraiment senti un côté vachement surjoué de l'homme en noir qui, en fait, s'amuse lui-même d'être toujours, une en caricature de magicien, Ouais. une vraie parodie de prophète, vraiment un magicien de conte. Parce qu'en plus, il déclame, comme tu accomplis bien les prophéties des anciens. Et j'ai trouvé vraiment ça pas du tout premier degré, quoi. Alors, il faut lire le passage jusqu'au bout parce que c'est intéressant et c'est biblique pour le coup. Je pensais que tu l'aurais relevé parce que tu parles beaucoup de biblique. Je m'étais dit, la vue aussi, ça, j'aurais pas le placé. J'ai peut-être pas fini, mais vas-y, je t'en prie. Ah, ok, d'accord. Parce il dit, tu parles de prophète de l'Apocalypse avec la voix de Jérémie. Non, je l'ai pas relevé. Qui est Jérémie, messieurs, dames? Référence à Jérémie, qui est un prophète de la Bible, ou plus précisément des contes bibliques. Jérémie était un prophète de Dieu ordonné très jeune par Dieu pour devenir son prophète. Cependant, Jérémie était timide, solitaire et aimait sa tranquillité. Il se peignait tout le temps à Dieu de sa condition de prophète. Il n'a pas eu le droit à une épouse non plus, ce qui fait qu'il se plaignait encore plus. Le prophète Jérémie a donné le mot jérémiade. Oh, Ouais, je Petite vois. leçon, messieurs, ouin, dames. Qui est le fait de se plaindre tout le temps, effectivement. Donc, traiter l'homme en noir de prophète de Jérémie, c'est un peu à la fois puissant parce que c'est un prophète, mais très rabaissant parce que c'est pas un bon prophète. ouais. Voilà. Ah, c'est rigolo. Et donc à ce moment-là, Roland, il dégaine super vite et il tire 3 coups qui, pour la première fois de ce bouquin, et pour je crois que c'est l'unique fois de tout le cycle, il loupe quand même sa cible qui n'est qu'à 5 mètres de lui. Donc c'est Ouais. que l'homme en noir est intouchable. Donc évidemment, il se moque de lui et il dit qu'il donnera des réponses à Roland de l'autre côté et qu'il les donnera à Roland et lui seulement. Et il dit ça en regardant Jake dans les yeux. Donc on comprend que c'est sans Jake, ce qui confirme évidemment le sacrifice à venir et sa nécessité. Ouais. À noter, je me demandais s'il avait volontairement ou pas loupé sa cible, parce que effectivement Roland qui loupe jamais. Est-ce que c'est un instinct qui fait qu'il le loupe ou pas? Petite notation, il le tire en haut, à gauche et à droite. Voilà, Oh. signe de croix. Putain, oui. Le petit Ah non. signe de croix au passage pour le prophète. Sérieux? Attends. Il vérifie. Grand poil, il fact-check. À gauche, Un à droite. autre à gauche. Shit. Voilà. Au-dessus de sa tête, un autre à gauche de sa capuche et un troisième à droite. Je pense qu'il perd complètement ses moyens et Je qu'il pense, tremble, tu vois. Mais ah ouais, c'est drôle en haut à Est-ce gauche. que, là. Non, moi je pense que c'est. Enfin, pour moi, c'est l'homme en noir qui fait ça. Ouais, il y c'est a aussi pas, ça. c'est je pas pense. Roland. Il y a aussi ça. Parce que Roland, c'est l'instinct. Roland, c'est l'instinct. C'est il voit qu'il a pas oublié le visage de son père. Oui, oui. Donc non, c'est l'homme en noir qui continue. Alors justement, peut-être parce qu'il. Alors c'était dans la tête le coup de la voix de Jérémie, donc il l'a pas dit directement à l'homme en noir, mais je pense que c'est l'homme en noir qui fait le con. Ouais, ça m'étonnerait pas. Dans le genre en plus grosse caricature. Enfin, ça correspond bien au personnage. Et en fait, j'adore ce que dit l'homme en noir sur ce sont pas tes balles que je crains, pistolero. Enfin, Roland, pardon. C'est plutôt l'idée que tu te fais des réponses qui m'effraie. Et c'est autant cryptique que clair, comme quand tu lis le passage, de se dire que les réponses ne seront pas celles que Roland souhaite avoir. Et pourtant, Roland n'entend pas, ou plutôt n'écoute pas ce que dit à ce moment-là l'homme noir. Et on a vraiment ici 2 antagonistes qui sont parfaits sur tous les plans. On a Roland qui est instinctif, physique, alors que l'homme noir, lui, est réfléchi et malin. Et je trouve que c'est l'opposé total. C'est vraiment les 2 antagonistes possibles qu'on peut avoir sur ça, quoi. C'est trop bien. Et donc, Jake tressaille, évidemment, et l'homme en noir disparaît tel Batman avec un mouvement de cap. C'est ça. Non mais, c'est une parodie de lui-même, je suis tellement trop fan, quoi. Il en tellement fait bien. des caisses, il en fait des Tellement caisses, bien. quoi. C'est son moment de gloire, il est au spectacle, l'homme en noir, il est incroyable. Et donc on nous dit que l'homme en noir et le pistolero s'étaient déjà vus, et s'étaient déjà tenus en face l'un de l'autre, et c'est là où en fait on retrouve la notion de 12 ans qui a été gommée au passage de tout à l'heure. Ah, voilà, c'est ça. Parce que, je l'ai surligné, 12 ans après leur dernier regard, Roland l'avait vu de nouveau en face, tout près, il lui avait parlé, l'homme en noir avait ri. Ils ont peut-être oublié de faire un redcon à cet endroit. Ouais, ou alors, en tout cas, on perd le fait que c'est évident qu'il l'a vu Ouais. à Gilead et peut-être qu'il l'a vu Ouais. ailleurs. Je pense que c'est pas un redcon oublié, mais c'est vraiment pour marquer ce moment comme une pierre blanche sur un calendrier. Ça fait 12 ans Ouais. que on s'est pas vu, et il y a un moment fort quand tu le prononces à ce moment-là. Et je pense que ça se perdait un peu si tu l'avais déjà énoncé une première fois.
Et donc Jake est transi de peur, évidemment, pauvre chaton. Quand il le regarde, le pistolero voit le visage d'Ali avec le trou qu'il lui a fait dans la tête, au même endroit où Jake a une pique dans ses cauchemars. Alors, là, ils disent un clou, maintenant. Ah, ils disent un clou. Ouais, bah, Ouais. voilà. Ils disaient une pique au départ, là, maintenant, ils disent un clou. Si on veut continuer sur les métaphores bibliques, même s'ils visent pas la tête, on est... Oui. Oui, complètement. Oui, complètement. Et il se dit quand même que le garçon, ouvre les guillemets, pourrait devenir un pistolero digne de ce nom si un jour on lui en laissait le temps. Et là, je fais, mais oui, mais il aura le temps. Mais C'est trop mignon. c'est toi, espèce de gros bâtard. Rien que toi et moi. Et donc, à l'idée d'être seul à seul avec l'homme en noir pour palabrer, le pistolero, il ressent une grande hâte, une soif qui n'est pas éteinte avec de l'eau. Il y a des citations qui sont très fortes. On nous dit que des mondes tremblèrent, presque à portée de ses doigts, et que inutile de lutter, car à la fin, il ne resterait que le cas. C'est fort quand même, hein. Fort, hein. Ouais. Le pistolero dit à Jake, suis-moi ou reste, et il lui répond avec sarcasme que bah ouais, super, il va bien rester là tout seul dans la montagne jusqu'à ce qu'on vienne le sauver avec des sandwichs. Et là, je me dis que Ah, je V2, ça. Roland n'a pas dû comprendre ce qu'était sandwich, mais on nous dit pas qu'il Oui. comprend pas. Surtout thermos, il parle de Ah oui, thermos. j'avoue. derrière. Parce que les sandwichs, dans le tome d'après, il appelle ça des popkins, Roland, parce qu'il sait Ouais. pas ce que c'est. Et en lui répétant « suis-moi ou reste », son cerveau switch définitivement, et pour lui, Jake n'est plus qu'un pantin à manipuler et à sacrifier. Il part, et Jake finit par le suivre. C'est même plus Jake, en fait, c'est Le juste garçon. le garçon. Une entité qui peut... Un truc impersonnel, complètement... Complètement. Et ils s'engouffrent tous les deux là où l'homme en noir avait disparu, et les ténèbres les engloutirent. Et donc la prochaine fois, on sera l'élan mutant, quoi. Ouais. Il est long, ce passage. Je reviens juste sur un ajout V2. Bien sûr. Donc, effectivement, le passage du sandwich et thermos, c'est ajout V2. Mais avant ça, et c'est là où j'ai un petit truc à dire, on dit Attention. on ne paie jamais la trahison par l'argent, se dit-il. Le prix de toutes les trahisons se solde par la chair. Alors, on sait que Roland va sacrifier Jake, donc on sait qu'il va le trahir. On lit ici que la trahison se solde par la chair. Donc sous-entendu par la mort, puisque c'est presque connu dans tous les westerns, une vie pour une vie. D'accord. On peut donc penser que Roland pense mourir pour la trahison qui va le faire subir à Jake, et il sera prêt à mourir lui-même. So far, so good. Ouais. Jusque-là, on te suit. Mais, c'est marqué en gros, avec des points d'exclamation. Parler de chair n'est pas nécessairement parler de mort. Ça peut être aussi une renaissance ou une naissance de la chair. Or, le sacrifice de Jake va amener à un événement ô combien important par la suite, dans le cercle du démon où Jake va revenir dans l'entre-deux-mondes et, pardon, je me relis, et C'est pas clair. non, dans l'entre-deux Moi, je mondes crois que je vois où et tu veux faire revenir, revenir et reculibrer, je sais pas ce que j'ai noté, va faire revenir dans l'autre monde ou Roland va le faire revenir dans l'autre monde, dans ce sens-là. Il n'a pas le choix de le faire, hein, puisqu'à ce moment-là, il doit payer le prix. À ce moment-là, je rappelle que Roland, il doit se recalibrer. En fait, c'est ce que j'arrive pas à me relire. Je comprenais pas le terme. Mais en fait, à ce moment-là, Roland doit se recalibrer avec lui-même parce qu'il est sous passe de mourir s'il le fait pas. Donc, il doit faire revenir Jake. Il n'a pas le choix à ce moment-là. Mais quelles sont les conséquences de ce rituel de faire revenir Jake à la vie dans l'autre deux mondes? C'est une naissance, la naissance de Mordred. Donc, la trahison de Jake se solde bien avec de la chair, mais avec une nouvelle chair. Oui, putain, oui. Parce que là, Ouais, pour ok. faire court pour les personnes qui n'ont plus le cycle vraiment en tête, en fait, Tu peux dropper le bouquin, tu peux drop concordance. J'ai fini. Ouais. là, il sacrifie Jake, et Jake revient d'une certaine façon dans son monde, en fait, et Roland, dans le tome 2, quand il repop 10 ans plus tard, il est obsédé par l'idée de Jake. Jake, lui, dans son monde, est obsédé par l'idée qu'il est mort. C'est clairement des choses qui vont les rendre tous les deux fous, et donc il fait revenir Jake dans son monde, c'est ce que tu dis, mais pour le faire revenir, on recoupe avec ce que tu disais tout à l'heure sur l'oracle, en fait, il est obligé de faire en sorte que Odetta retient un démon qui les attaque au moment où Jake repasse une espèce de porte dans une maison. Et c'est là où, en effet, du coup, Odetta recueille le sperme que l'oracle a récupéré. Et en effet, en fait, il n'aurait pas sacrifié Jake. Oui, qu'il y a eu une insémination artificielle non consentie. Exactement. Et du coup, cette phrase est extrêmement bien placée, je trouve, pour cette petite forme d'analyse que j'ai pris plaisir à faire hier soir. Bah oui, bah ouais.
Ouais, pas mal. Non, belle manière de relier les points. Ah, Ouais, complètement. pour moi, c'était clair. Bah ouais, À la fin tu de ma vois, réflexion, ouais. c'était clair en tout cas. Et du coup, s'il l'avait pas sacrifié, qu'est-ce qui se serait passé? Tu vois, il y aurait pas eu Mordred, et en même temps, est-ce qu'il y aurait eu... Enfin, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'il y aurait eu les portes s'il avait pas sacrifié Jake? Ma question que je posais au début, est-ce qu'il l'a sacrifié au début? Et en fait, c'est une théorie que je gardais un peu pour le chapitre 5, voire fin de chapitre 4 plutôt, sur le piège de Roland, enfin de l'homme en noir pour piéger Roland sur ce passage du cycle est tellement calibré, tellement précis, qu'il est impossible pour moi, mais on le verra en chapitre 5, que l'homme en noir n'est pas au courant de ce qui se passe dans le cycle et que Roland est piégé à l'intérieur. En fait, tout est tellement minuté, c'est impossible que ce soit du fruit du hasard ou... Alors, on peut dire que c'est de la prophétie si on veut, mais comme c'est mis en place par une personne qui est l'homme en noir, c'est forcément qu'il connaît le cycle par cœur, il sait exactement comment il doit interagir avec Roland. Et c'est là où je me suis passé ma théorie en tête de me dire, ok, mais la première fois, du coup, il pouvait pas connaître le cycle, la première fois du cycle. Du coup, comment il a fait pour faire venir Mordred sur un truc où il n'était pas sûr de comment allaient se passer les choses, comment il n'était pas sûr que Roland allait sacrifier l'enfant, il n'était pas sûr que... Et en fait, du coup, ça m'a un peu mindfucké pendant un moment. Donc tu veux dire qu'en fait même l'homme en noir tâtonne sur le cycle pour pouvoir arriver à ses fins. C'est une théorie tirée par les cheveux de loin. Hein. Vraiment, je suis parce en mode... qu'au final, sa fin à lui, c'est peut-être aussi la fin pas de la tour sombre, mais du roi cramoisi, parce qu'on verra bien dans les tomes suivants que le roi cramoisi le manipule et il s'en rend compte. Quand il va. Quand il va y avoir cette espèce de palabre entre lui et Mordred justement. Oui, mais on sait que l'homme en noir, c'est pas tout. On sait que lui-même, il connaît pas toute sa vie, de son passé, de sa mémoire. Il a des trous de mémoire. En fait, du coup, je pense qu'il y a plein de choses qu'il ne doit pas savoir. Il veut essayer d'en sortir. Oui, mais il sait que... Je pense que sa mort, pour Mordred, ou sa trahison du roi cramoisi, ou tout ça, en fait, il ne s'en souvient pas forcément, en fait. Et du coup, il continue à faire ça en pensant qu'il va y arriver. Je pense. Ouais. Émilie? Oui, non, je suis d'accord. Dans ta réflexion. non, si, j'essaie de me remettre de cette préparation en fait... Le paiement de Jake, c'est Mordred, quoi. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça... C'est une vie pour une vie, c'est un enfant pour un enfant, c'est l'enfant de Roland dans les deux sens. Mais du coup, on voit tellement loin. Jake, c'est l'enfant qui voulait, et Mordred, c'est l'enfant qui l'a eu. Ouais. C'est ma boule. Ouais. Ou pas. C'est quand même ouf. Tu vois, on n'est pas loin du Batman, c'est le héros qu'on mérite, mais c'est pas le héros qu'on voudrait, quoi. Tu vois, c'est trop bien. Vous sentez mon excitation, pas là? Oui, on l'entend. Oui. Ça se voit, ça s'entend, je pense. Non, on t'excuse surtout pas. On est là pour ça, je le répète. Ah mais j'ai pété un câble. c'est un truc que je l'ai eu un peu en demi-sommeil, cette théorie un peu à la con de l'homme en noir. Est-ce qu'il a vraiment posé ce piège au milieu de Roland comme ça par hasard? Toi aussi, tu étais aux prises avec une succube? Non, mais j'étais en demi-sommeil le matin après une insomnie, et j'étais en mode attends, mais pourquoi? Et en fait, en me réveillant complètement, j'avais complètement zappé. J'étais en train de me dire putain, mais je pensais à la tour sombre ce matin. À quoi je pensais, putain? Et du coup, c'est en relisant ce passage sur la chair qui m'a fait débloquer tout ça. Ne faites pas d'insomnie, c'est pas bien. Oui, surtout que... Alors, lisez Insomnie, c'est très bien, hein, lisez-le après avoir lu La Tour Sombre, c'est très très lié, hein, les insomnies. D'ailleurs, si vous avez fini, moi je peux vous reparler d'Insomnie avec N, que j'ai relu, du coup. Avec plaisir. Alors, N, c'est une nouvelle qui est parue dans Juste avant le crépuscule. N, c'est pas H-A-I-N comme la N, c'est N, l'initiale avec un point, parce qu'en fait, N, c'est le nom d'un patient, d'un docteur. Donc, on n'a que son initiale parce que garantie de l'anonymat. Et donc, N, ce patient, il va voir le docteur Johnny Bonsin parce qu'il a des insomnies depuis 10 mois et des TOC. Alors des TOC, King, dans cette nouvelle-là, il est défini comme... en fait, la plupart des gens qui comptent ont l'impression qu'atteindre un certain nombre, un objectif, est nécessaire pour maintenir l'ordre. C'est ces mots. Donc les nombres pairs, ils sont mauvais, sauf quand ils ont dépassé l'objectif. Et lui, il dit qu'il a perturbé l'ordre du monde dans le champ Ackerman l'été dernier.
on en saura un peu plus après. En fait, les choses qui lient à la tour sombre, c'est évidemment le côté, il a des insomnies, il faut maintenir l'ordre en comptant, et là, on va le voir dans le champ Ackerman, en fait, il y a des pierres avec plus ou moins un hôtel qu'on voit plus ou moins au centre, et en fait, à un moment donné, le médecin lui demande un peu de comptabiliser ses tocs, et en fait, il comptabilise ce qu'il appelle des événements, qui sont en 3 catégories, qui sont le nombre de fois où il compte, le nombre de fois où il touche, parce qu'il a besoin de toucher aussi, le nombre de fois où il place pour mettre des éléments dans des formes qui, pour lui semblent maintenir un certain équilibre, un certain nombre. En fait, il compte 3728 événements, et il dit que si on divise en 2 et qu'on additionne tout, ça fait 19, un nombre impair, puissant et mauvais. Tu dis 19. Et donc, quand il va au champ pour la première fois, en fait, il y va pour faire une belle photo parce que c'est un homme qui fait des photos. Il a plusieurs choses qui se mettent en travers de son chemin, genre un arbre sur la route. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui lui disent de pas y aller, mais il y va quand même. Il ne fait pas demi-tour. Et lui, pendant tout ce récit-là, il répète qu'il y a une force qui œuvre pour notre bien, mais qu'il a décidé de ne pas l'écouter. Donc là, clairement, on est dans le cas. Et la première fois qui va dans le champ, il voit, en fait, il y a des pierres noires qui sont dressées dans le champ. Il y a toute une histoire de, quand il les vise avec son appareil photo, il en voit 8, et quand il les vise pas, il en voit 7, machin. Et surtout, au milieu du cercle de pierres, il voit une forme qui est parfois nette, parfois pas trop, qui est un monstre d'une autre réalité, et que il a conscience que le monstre voit aussi dans ce monde. Et il y a ce côté pas vraiment comme l'oracle qui est coincé là, mais où en fait il tente de s'échapper. Et il y a tout un passage que j'ai bien aimé et qui rapproche un peu le concept de mort et de Mia. En fait, à un moment, quand il parle au docteur Bonsin, il dit « La réalité est un mystère et la texture des choses de tous les jours est le rideau dont nous la drapons pour masquer son éclat et ses ténèbres. Je pense que nous recouvrons le visage des morts pour la même raison. Nous y voyons une sorte de portail. Il nous est fermé, mais nous savons qu'il ne le sera pas toujours, qu'un jour il s'ouvrira pour chacun de nous et que nous devrons tous le franchir. Mais il y a des endroits où ce rideau est usé jusqu'à la trame, où la réalité ne tient qu'à un fil, un visage vous observe depuis l'autre côté, mais ce n'est pas le visage d'un mort, vous préféreriez presque que ça en soit un. Le champ d'Ackerman est l'un de ces endroits, pas étonnant que son propriétaire ait mis un panneau d'interdiction d'entrée. Tellement cool. Ouais, il y a ce côté où en effet, quand t'as relié l'oracle à Mia, où tu te dis, c'est pas Mia qui est coincée dans ce cercle-là, mais c'est un autre mort. Et on nous le montre comme un démon, mais en fait, lui, ce qu'il perçoit comme un démon, soit c'est une créature de l'espace Vadash, soit c'est en effet quelqu'un qui est mort et qui est coincé là. Trop bien. Et juste dernier détail qui est rigolo, la première fois qu'il va au champ, quand il réussit à retourner à sa voiture, et il allume la radio, il y a une chanson des Who, et c'est la chanson Break on Through the Other Side qui dit voilà, traverser de l'autre côté, quoi, en gros. J'aime bien le passage où tu expliques que tout se met entre lui et le champ quand il essaie d'y aller. Oui. Ça fait un peu penser à 2263 quand le passé essaie de combattre les perturbations. Ouais, complètement. Dans Insomnie, je crois qu'on a cette force de résistance aussi qui s'oppose au héros. Ah oui, dans Insomnie, oui. Et il n'y a pas un passage plus loin dans la tour sombre quand Roland et Eddie sont en voiture? Y a pas un truc... Pourquoi j'ai une image de eux en voiture? Je sais plus à quoi ça me fait penser. Alors, à un moment, ils sont en voiture, ils vont sur le chemin de la tortue, il se passe des trucs, des événements chelous. Il y a les, alors je sais plus comment ils appellent ceux qui viennent d'autres mondes qui passent dans le coin. Ouais. Mais c'est pas vraiment des obstacles, d'accord, ok. Je crois, okay. Non. Et voilà, pour N, moi, ça m'a fait penser à ça. Tellement cool, j'ai hâte de lire. C'est très court, hein. Ça se lit très très bien. Donc c'est dans Juste avant le crépuscule, et c'est aussi Albin Michel, ils ont une collection qui s'appelle Wiz, qui est une collection dédiée aux adolescents. Et ils ont tendance un peu à présenter cette collection-là comme des histoires inédites, mais en fait, c'est toutes des nouvelles qui sont dans d'autres recueils, donc on peut trouver moins cher. Mais après, ça reste une très jolie collection, et donc N est paru chez Albin Michel dans la collection Wiz en mode stand-alone, quoi. Mais c'est quand même du coup une nouvelle qu'on paye 11 €, qui est plus cher que le recueil d'origine en poche. tu t'achètes le recueil en poche, t'as tout. Ouais. Voilà. Je suis pas fan de ce genre d'opération. C'est inédit parce que c'est inédit la première fois qu'elle est en bouquin. Seule. C'est ça qui est inédit. En solo, quoi. Seule. C'est la façon de le dire. Et moi, quand j'ai relu cette nouvelle-là, j'ai posté du coup, parce que je l'ai relu avec... j'ai la chance qu'Albin Michel m'envoie ces éditions-là, donc je l'ai relu dans l'édition d'Albin Michel, et j'ai posté la photo, parce qu'en plus, c'est vraiment des très belles éditions, les couvertures sont très chouettes, et j'ai posté la photo, et il y a des gens qui sont très fans de King, je le sais, parce que c'est des personnes avec qui j'échange depuis longtemps, qui m'ont dit « Ah, mais c'est quoi ça? Je connaissais pas ».
Mais en fait, non, si, tu l'as lu, parce que je sais que t'as lu juste avant le Crépuscule, t'as juste oublié cette nouvelle-là. C'est pas un nouveau bouquin de King, et c'est un peu trompeur là-dessus, et en même temps, évidemment, c'est un argument marketing de faire un joli bouquin avec une histoire toute seule. Ils vont pas dire, mais sinon, j'ai notre concurrent de livre de poche, vous la trouvez juste... Après, moi, je jette pas la pierre aux gens qui se souviennent pas des titres des nouvelles de Stephen King. Quand j'ai lu tous les recueils, généralement, je lis d'une traite, j'ai aucune idée globalement, je me souviens jamais du titre de la nouvelle que j'ai lue. Mais moi non plus. Le nombre de fois où quand tu dis « Oh, une adaptation de Stephen King, cette nouvelle !» Ah merde, je l'ai lu ça. Dans les hautes herbes, je l'ai lu. Mais même moi, ça me l'a fait avec le docteur résout l'énigme, où on nous a annoncé une adaptation en farsi, qui est la langue majoritaire qui est parlée en Iran. Et je me suis dit, le docteur résout l'énigme, est-ce qu'on est sûr que c'est de King ? Et oui, c'est de King, je me souviens juste pas de cette nouvelle-là. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Voilà, messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter avant de clore ce chapitre ? Non. Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Hein. Vivement les mutants. Je pense qu'on va aller vite sur celui-là. Sauf si Zef, il nous trouve encore il nous relie encore des points chelous. En vrai, je pense que ce passage-là... Je l'ai déjà relu et j'ai pas... Il y a des choses à dire, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Mais il y a un gros passage quand même qui est ultra intéressant. Faut pas le déconner, quoi. Avec, Il est plus long ? Est-ce qu'il est plus long que le premier chapitre ? Il est je sais pas si c'est plus long que le premier chapitre, il est plus long que l'Oracle, oui, ça, c'est sûr. Ouais, je le vois d'ici, je me dis, il faut que je me prépare. Et il est vraiment plus long que l'Homme en Noir, que le dernier chapitre. L'Homme mutant, il fait 181 à 228. Donc ça fait 130, 140 pages. Non, ça fait une cinquantaine de pages. 180 à 148, à 248. Oui, j'ai ajouté ça au passage. Moi, je suis pas prête à résumer 140 pages pendant un mois. Oh, petite chose. Oui, monsieur qui fait les résumés du roi Steven. Ouais, cinquantaine de pages, et l'Homme en Noir, il fait, je crois, même pas une vingtaine. Ouais, le dernier est court. La vraie question, c'est est-ce qu'on sépare les deux, ou est-ce qu'on aura assez à dire pour les Lands mutants, quoi. Ouais, on peut séparer les deux. Ouais. Ok. L'Homme en Noir, il y aura beaucoup à dire, je pense. Il est court, mais il est assez intense. C'est énormément bref. Et surtout, il y a énormément de différences V1, V2. C'est ma boule. Vraiment ma boule. Donc ça, ok, très bien. Je pense que on peut faire 2 épisodes plus courts. Hein. C'est pas grave de pas faire 2 heures. On s'était dit, hein, si vraiment on sent qu'il y a un passage, vraiment il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Oui, c'est des choses qu'on verra pour les autres tomes, du coup. Les longs chapitres, ils viendront après. Les diarescriptions. Les 3 cartes, c'est un pavé déjà. Ouais, c'est un pavé, mais il y a des moments où on va avoir envie de dire plein de choses et de réagir à plein de choses. Donc ça va être un équilibre. J'ai tellement hâte de le relire, putain. Oui, moi aussi. C'est pas mon fave, mais putain, c'est... Ah, moi, 2 et 4, ça fait partie de mes faves. Franchement... Je pense que le 2, c'est le moins bien pour moi, mais... J'ai toujours kiffé. Bah, le 2, c'est les 3 cartes. Ouais. C'est le moins intéressant pour moi. Ouais. Moi, j'ai très hâte de relire Les Loups de la Cala. Il y a vraiment parmi mes passages préférés dans Les Loups de la Cala. Hot qui salue, Jake qui retrouve son âme d'enfant parce qu'il joue dans le foin avec son petit copain. Vraiment, tous ces trucs-là, c'est incroyable. Ouais, le 3, quoi. Non, le 3 est bien. Putain, Lude. Ah bah... C'était ma boule, quand j'ai vu ça la première fois. Mon gars, putain, j'avais plein la gueule. T'en prends plein la gueule, je crois. Bon, on a hâte, en tout cas. Donc, on se dit rendez-vous dans un mois. Ah, dans un mois. D'ici là, fidèles auditeurs et auditrices, comme d'hab, vous nous retrouvez sur les réseaux. On l'a dit en intro, vous venez nous parler, vous nous donnez vos théories, vous réagissez aux nôtres. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. Tous les liens sont en description de cet épisode ou directement accessibles depuis la home du site Stephen King France. Donc le 19 avril, parce que là, celui-là, il sort le 19 mars. Donc, le 19 avril, on se retrouvera pour l'épisode d'après qui est dédié aux Lands mutants. Et je vous souhaite, messieurs et auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Et le double du compte pour tout le monde.